J'ai choisi un thème sur lequel je m'informe depuis longtemps, où je travaille longtemps, depuis longtemps, en règle depuis bientôt 50 ans, c'est le bruit. J'ai été enclin à m'occuper du bruit quand je travaillais aux arsenaux de l'aéronautique. Je dirigeais le laboratoire et nous avions là un gros problème, c'était de protéger les gens contre le bruit, contre les agressions. Et puis depuis, les choses ont tellement changé, le bruit a tellement augmenté que maintenant, c'est devenu vraiment ce que j'ai dénommé l'enfer sonore. Je vais vous projeter quelques transparents. Ce n'est pas mon habitude, mais comme nous avons des traductions, beaucoup d'étrangers qui sont venus, qui viennent de tous les coins du monde pour le congrès, et qu'il y a des traducteurs, quand je projette un transparent, je parle plus lentement, au moins pour aider la traduction. D'habitude, je parle un peu comme une mitrailleuse. On me demande toujours de parler doucement et je n'y arrive pas. Et c'est un choix. Si je parle lentement, je n'ai plus d'idée. Si je parle vite, on ne peut pas me traduire. Il faut choisir. L'enfer sonore, eh bien, il s'avère qu'actuellement, le bruit est devenu sûrement un des plus grands fléaux qui existent. On ne s'en doute pas, parce qu'on est dans le bain et on ne se rend pas compte. Et vous allez voir tout à l'heure en progressant que vous serez obligé d'y songer et peut-être d'un peu plus près que d'habitude. L'importance du bruit est telle que sur une enquête qui a été faite il y a quelques années, eh bien, on découvrait en France, ça doit être à peu près partout pareil, 56% de Français qui considéraient le bruit comme le fléau numéro un. Et déjà, quand on permet aux gens de réfléchir un peu, ils commencent à s'en rendre compte. Et à l'époque, il y a 7-8 ans, la France seule dépensait 25 milliards de francs nouveaux pour le bruit. Quand on regarde ce que ça représente, 25 milliards, ça commence déjà à faire une certaine somme, mais ça n'est pas abusif en fonction des troubles que ça enclenche et le pourquoi. Eh bien, il s'avère qu'il y a 15% d'absentéisme qui sont liés au bruit. Donc 15% de gens qui ne peuvent pas aller au travail parce qu'ils sont liés, à un moment donné, rentrent dans toute une pathologie qu'on va voir tout à l'heure, qui est la grande fatigue inexpliquée. Il y a également des accidents. 10% des accidents sont liés au manque, en usine notamment, au manque de vigilance. Quand un sujet a été fortement fatigué, quand il est agressé par le bruit, il perd son énergie, il ne peut plus progresser, et là, il y a un évanouissement de tout son tonus, et sa vigilance est perturbée. Enfin, nous avons des collègues ici, j'espère qu'ils ne vont pas se réjouir du fait, il y a 20% de sujets qui sont internés en psychiatrie à cause du bruit. Et ça donne du travail aux psychiatres, et ça ne résout pas la question. À un moment donné, il y a quelque chose tout de même de dramatique. C'est donc vraiment un enfer que nous traversons, et vous allez voir qu'on est obligé tout de même d'essayer de tenter de faire attention, et ces résultats donnent tout de même une perspective très angoissante. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Vous verrez, malheureusement pas grand-chose. Et le bruit est devenu vraiment une source d'intoxication. Vous avez tous, j'espère que vous ne faites pas comme eux, perçu des familles où la télévision hurle toute la journée, même 2 appareils ou 3 dans la même pièce, personne n'écoute, tout le monde dévore tranquillement les 4 lentilles qu'il y a dans l'assiette, mais on a besoin d'un ronron, d'une sorte d'un élément d'être bercé par un élément, on ne le regarde même pas, mais on a besoin de ce bruit-là. Pourquoi faire? Parce qu'on a besoin d'une certaine ambiance. C'est dramatique, ça prouve déjà qu'on ne sait plus écouter, ça prouve qu'on a besoin d'une sorte de stimulation, car on verra, l'oreille est un appareil qui stimule le cerveau en potentiel électrique, c'est une nécessité. On a besoin du bruit plus que de nourriture, mais pas de ce bruit-là. Les gens sont arrivés à ne plus écouter, ils arrivent à peu près à entendre, doivent se laisser traverser par ce toxique qui entre, on verra, par plusieurs voies en dehors de l'oreille. Eh bien, c'est devenu une drogue très toxique. On n'a pas encore mis le nom, le bruit, comme étant une drogue, mais elle est aussi toxique que beaucoup de produits que nous allons prendre. Et ensuite, les conséquences vont être très, très importantes. Il y a une escalade au bruit. Actuellement, c'est de plus en plus bruyant. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien, il ne faut pas se leurrer. Le premier élément de cette escalade, c'est une question purement commerciale.
plus on vend d'amplificateurs très forts, plus on vend des amplis très forts, et bien plus on est content et plus ça rapporte d'argent, c'est sûr. Et quand vous prenez une chaîne de haute fidélité, elle n'est pas très chère, même les grandes, bien, les bonnes et fidèles. Le haut-parleur, lui, atteint des prix absolument astronomiques, justement pour supporter le nombre de watts qu'on voulait faire passer. La deuxième, eh bien, c'est simplement lié au fait que la technologie actuelle permet aux gens de faire de plus en plus de bruit, et notamment les chanteurs, les vedettes, font une sorte d'escalade au bruit, et c'est celui qui fera plus de bruit qui croit avoir plus de succès. Actuellement, on augmente l'intensité, et là j'ai fait un petit schéma qui a été reproduit ici. Je remercie celui qui l'a fait, que M. Altard. Et ce schéma-là, j'ai donné des courbes et il me les a dessinées. Est-ce qu'on le voit? Ça se voit à peu près? Vous avez écouté l'escalade au son. Eh bien, en 60, avant 60, en 57 exactement, les Beatles faisaient déjà du bruit. C'était déjà un peu époustouflant. Eh bien, ils avaient un amplificateur de 30 watts. Quelque temps plus tard, 2 ans plus tard, un orchestre psychédélique utilisait 300 watts. Alors ça, c'était le débordement et c'était déjà l'inquiétude qui commençait à apparaître. Et quand nous sommes arrivés avec Pinkford, il avait enfin atteint le sommet de 1000 watts. Eh bien, tout ça, ce n'est rien, puisqu'actuellement, grâce à Bob Dylan, on est arrivé à 120 000 watts. C'est déjà quelque chose de colossal, d'impensable, mais malheureusement réalisable. Et nous avons mieux que cela, puisque ici, c'est un nombre de watts. Vous avez actuellement, dans certaines discothèques, vous avez des bruits qui dépassent actuellement beaucoup cette intensité. Et on parle actuellement d'orchestres qui vont faire 40, 60 fois 40 000 watts. C'est-à-dire qu'il y aurait cette intensité qui serait ici dans la pièce, nous sortirions tous sourds comme des balais à la sortie au bout de 45 minutes. Donc c'est important. Mais actuellement, il n'y a pas de réaction. Dernièrement, je lisais il y a quelques 3-4 semaines, quelqu'un a voulu réagir contre une discothèque qui était en train d'abîmer les oreilles, et le propriétaire a répondu, et il n'a pas été condamné, au contraire, peut-être peut-on félicité, je ne sais pas, mais ça irait jusque-là, pour avoir la joie d'entendre les bruits actuels, les musiques actuelles et l'intensité actuelle, eh bien ça valait bien la peine de perdre son oreille. Ben oui, mais c'est comme ça, et on ne dit rien, mais je crois que vous ne direz rien non plus si vous ne battez pas. Les gens vont continuer. Il faut faire comme moi, prendre votre bâton de pèlerin et aller vous battre et le dire. Les conséquences sont dramatiques, et sont d'autant plus dramatiques que nous avons en France, ça doit être pareil ailleurs, le tiers des jeunes qui se présentent au conseil de révision, c'est-à-dire avant d'être militaires, on les examine, le tiers sont sourds. 33%. Ils sont sourds d'une surdité, que nous verrons tout à l'heure, qui est une surdité traumatique. Ce sont des malheureux qui, plus tard, ne pourront plus avoir la chance d'être dynamiques. Ils ont embrasé définitivement pour leur vie la posture verticale. Ils ont anéanti leur potentialité de créativité. Enfin, c'est des plantes vertes que l'on fabrique, et tout le monde tout ça très bien, mais nous en avons déjà sur le dos. Il ne reste plus rien à ces gens ou à ces jeunes que de traîner un peu comme des plantigrades, sans avoir d'activité et un peu désespérés. Que l'on soit sourd quand on a travaillé dans un atelier de chaudronnerie, on a au moins une explication. Mais pour avoir entendu 3 fois une musique, car j'ai vu des gens sourds après une soirée dans une discothèque. C'est arrivé en consultation. Ça dépend, il y a un facteur personnel très important, comme celui qui boit, pas comme un trou, mais pas mal tous les jours, et qui se porte bien, et celui qui malheureusement prend un apéritif par semaine et qui finit alcoolique. Il y a une sensibilité très très importante individuelle. Eh bien, le comportement de l'oreille, il est fait pour écouter, bien sûr, l'oreille, mais elle a tout de même des limites. Et on peut se demander quel est le comportement psychologique de l'oreille face au monde acoustique. Là, toujours représenté d'une manière en tout cas amusante, voilà ce qui m'a été donné, que je peux vous montrer. L'oreille peut entendre des sons qui lui sont agréables. Et vous voyez que là, on a marqué en décibels le nom. Je vous rappelle que le décibel est une valeur logarithmique. Quand vous avez un son de 0 décibel par rapport à un autre, 10 décibels, c'est 10 fois plus.
20 décibels, c'est 100 fois plus. 30 décibels, 1000 fois plus. Donc c'est une pression acoustique qui augmente logarithmiquement. Eh bien, l'oreille trouve les sons très agréables jusqu'à 50 décibels à peu près. Elle commence à les supporter entre 50 et 90. On commence à arriver à des limites jusqu'à 110. Et alors au-delà, on arrive dans ce qu'on appelle le seuil de la douleur. Celle qu'on supporte justement pour avoir entendu la musique actuelle. Et là, le schéma se complète par cette imagerie-là qui est chose drôle. Le bruit de la forêt. Le bruit de la forêt, c'est agréable. Et les musiques douces. Quelqu'un qui est en train de parler. Quand on parle, au bout des lèvres, il y a 100 décibels. C'est énorme. Mais le son va se réduire en fonction de la distance, du carré de la distance, en proportion inverse, donc du carré de la distance. Et à peu près, normalement, quand on parle avec quelqu'un, il perçoit entre 60 et 80 décibels. C'est encore supportable. Après ça, vous avez le bruit de la rue, de la ville. La ville se promène tout de même à Paris. On peut considérer que nous avons 80 décibels de bruit de fond. C'est déjà pas trop mal. Les 80 décibels, c'est également le bruit pratiquement d'un train qui entre en gare. Ce n'est pas trop mal. Alors après, vous avez des engins qui commencent à être très bruyants, notamment les motocyclettes. Vous avez ensuite certains engins pour labourer. Vous avez ensuite dans les usines. Les usines, on va atteindre 110 décibels. Aux arsenaux, nous avions en moyenne 110, 120 décibels. 120 décibels, ça fait donc logarithmiquement 120 décibels, ça fait 10 puissance 4, ça fait 10 000 fois plus qu'un train qui entre en gare. C'est donc déjà pas mal. Et bien maintenant, avec les réacteurs, on monte jusqu'à 130, 135 décibels et vous avez les discothèques qui dépassent tout cela. Pas besoin de réacteurs, c'est encore mieux. Et quand j'ai quitté les arsenaux, il y a bien longtemps maintenant, je mesurais la tare. La tare est l'appareil qui a poussé la caravelle. La caravelle faisait 132 décibels. Je m'en souviens d'autant et que je mesurais à l'époque les voix des chanteurs. J'avais un chanteur qui s'appelait Lucioni, qui était le grand ténor Wagner, dramatique français, et lequel chantait ou tel ou autre. Eh bien, lui faisait 140 décibels à 1 mètre, avec il enfonçait tous mes réacteurs. Et je crois que j'étais le seul à pouvoir l'écouter dans la pièce. Et quand il chantait, il faisait teinter les cristaux de mon lampadaire. J'en ai eu un autre qui était encore plus fort, il faisait vibrer les vitres. Et je crois avoir été le seul à pouvoir l'écouter de près aussi. Maintenant, quand il y a du bruit, à quoi pensez-vous? C'est sûr que vous pensez à l'oreille. C'est à l'oreille que l'on pense. Dès qu'on parle de son de toutes ses formes, on va penser à l'oreille. Et c'est absolument naturel, ça nous semble normal, car pour nous, elle semble avoir été conçue pour percevoir le son, pour l'apprécier, pour le goûter en somme. Mais souvenez-vous, c'est une conception très réductrice. Très réductrice en ce sens que le son passe par bien ailleurs et on le verra d'ailleurs des expériences que j'ai pu faire aux arsenaux, elle ne s'accorde pas avec la clinique. Je vous donne l'exemple. Aux arsenaux, nous avions des gens qui étaient très sensibles au bruit. J'avais la chance de les étudier sous tous les angles. Je mettais les gens notamment dans une ambiance sonore, d'une partie isolée du corps, tout le bas du corps. J'isolais le bas du corps en mettant les sujets, donc à moitié corps, dans un grand tube énorme en ciment, et on s'en servait pour les grandes conduites d'eau de matériaux. Et à l'autre bout, j'avais mis un haut-parleur, et le tout était bien, comme on fait en laboratoire avec des bouts de ficelle et des papiers et du reste, c'était bien bouché. Et je faisais passer de la musique, à un moment donné, dans le haut-parleur. Autrement dit, le sujet avait sa tête en dehors et il n'entendait rien. Sauf quand je mettais un casque sur la tête, sur ce casque, j'avais la chance de modifier son audition comme je voulais. Quand je supprimais son audition, quand je lui coupais la chance d'écouter, je pouvais faire passer n'importe quoi au niveau de ses pieds, rien ne passait. Autrement dit, j'avais abrasé le désir d'écouter chez lui et ça ne le dérangeait pas du tout d'avoir des sons qui lui chatouillaient les doigts de pied. Par contre, si je lui donnais une oreille à l'écoute, qui est facile à faire avec des filtres électroniques, il entendait toute la musique à travers la peau. Et là, j'ai eu la preuve que la peau, le système nerveux, était un peu la même chose, ça on le sait, mais que la peau était en même temps
une partie d'oreille différenciée. Si vous donnez l'autorisation à l'oreille d'écouter, vous n'écoutez pas qu'avec l'oreille, vous écoutez avec toute la peau. Ça, c'est un phénomène très très important à retenir. Autrement dit, pour éviter, je vois les gens qui, en entrant près d'un réacteur, mettent un casque sur la tête. C'est mieux que rien. Mais pour ne pas souffrir du bruit, en entrant dans un réacteur, il faut mettre un scaphandre. Et là, vous ne risquez rien. Sans quoi, ça ne peut pas coller. Mais c'est aussi inconfortable avec un scaphandre. Donc, il y a toute une approche qui est difficile. C'est vrai que, très rapidement, les bruits actuels, eh bien, dépassent la protection naturelle de l'oreille. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'oreille est un appareil qui a, pour pouvoir percevoir, tout un ensemble d'accommodations. Il y a deux muscles extrêmement puissants, le muscle du marteau et le muscle des l'étrier. Le muscle du marteau est fait pour tendre le tympan. C'est grâce à ce muscle-là que de temps en temps, si ça vous fait plaisir, quand vous êtes dans un orchestre, vous entendez la première flûte ou le deuxième violon, ou s'il y a une chanteuse sur la scène, vous risquez de l'entendre, mais vous choisissez. Il y a une sorte de sélection qui se fait. C'est grâce au muscle du marteau qui va tendre plus ou moins la membrane tympanique. Le muscle d'étrier qui est à l'intérieur, c'est lui qui va ouvrir ou pas l'oreille interne, qui va nous donner la chance de pouvoir percevoir ou pas. Ce sont des petits muscles, mais d'une puissance extraordinaire par rapport à leur volume, et qui ont besoin d'être éduqués. Notamment, je vous cite ça en passant, et très souvent on ne fait pas attention à un enfant. L'enfant arrive avec une musculature qui est la sienne, et qui, comme toute autre musculature, n'est pas encore bien outillée et prête à se défendre. Eh bien, si on ne fait pas attention, si on donne trop de bruit à un enfant, si on fait à un moment donné une trop grande richesse d'intensité, eh bien l'enfant n'a pas la possibilité de se défendre et détruit son air. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Beaucoup d'enfants souffrent terriblement de ce problème. Eh bien l'oreille, en vieillissant, heureusement s'éduque, elle devient de plus en plus performante, et quand on entre, comme faisaient les anciens ouvriers, dans des ateliers où il y a un peu de bruit, ils éduquaient leur oreille. Très souvent, ces ouvriers avaient été pris pour mettre ensuite sur des moteurs à piston. Et là, ils arrivaient sur la progression de l'intensité, de l'énergie, à s'accoutumer de 30 chevaux jusqu'à 3000. Ensuite, ils pouvaient passer sur les réacteurs. Par contre, des gens qui ont pris d'emblée, qui ont mis sur les réacteurs, dans la semaine, perdaient l'oreille, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de devenir musclés de leur muscle d'électrier. Si vous voulez, on doit devenir des athlètes du muscle d'électrier. C'est le sommet de ce qu'on peut faire avec une écoute. Et ça s'éduque. On y arrive très bien. Si vous prenez un musicien, par exemple, prenez un jeune musicien, ce jeune musicien qui va finir peut-être comme professionnel, mais si vous le plongez dans un orchestre d'emblée, comme ça a été fait à un moment donné avec des jeunes chefs d'orchestre qui avaient la chance de conduire dès l'âge de 7-8 ans, eh bien vous les avez vus disparaître à 15 ans, ils n'étaient plus sur scène parce qu'ils étaient sourds. Dans un orchestre, il y a 120 décibels. Pour pouvoir avoir la chance d'entrer dans 120 décibels dans l'orchestre, il faut quelquefois gratter un peu son violon, une demi-heure par semaine, puis si on est bon, 2-3 fois par semaine, si on est de plus en plus performant, on va en jouer 2-3 heures par jour, et si enfin on est très bien, on va entrer dans un quatuor, etc. On augmente la défense au bruit par une musculature qui devient de plus en plus puissante. Mais d'emblée, on ne peut pas tolérer des bruits trop forts. Actuellement, nous avons un gros problème, notamment avec les jeunes qui ont vu 2-3 fois à la télévision les batteries. Maintenant, c'est la grande mode. Jadis, pour être batteur, il fallait être déjà très chevronné comme musicien. C'était des chefs d'orchestre en règle qui rentraient dans l'orchestre pour être à un moment donné dans la batterie. Et maintenant, les parents, pour être tranquilles peut-être, je crois qu'ils doivent se tromper, achètent facilement à un enfant de 7, 8, 10 ans une batterie qu'il met dans une petite pièce. Il tape comme un sourd, mais il devient sourd. À 15 ans, souvent, nous ne pouvons plus rien faire. Ça existe régulièrement. Donc l'oreille est dépassée dans ses potentiels naturels. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout le corps, tout l'organisme qui est perturbé. On verra tout à l'heure pourquoi. Et je crois que c'est important qu'on ait déjà cette notion. Souvenez-vous encore une fois donc que la peau, on a pu le démontrer, j'ai pu le démontrer il y a bientôt 30 ans, la peau et l'oreille, c'est le même organe. La peau est un morceau d'oreille différencié. La comparaison que je puisse vous donner pour mieux comprendre, vous avez un œil, cet œil va regarder. Il regarde avec toute sa rétine, en définitive, pratiquement. Mais s'il veut viser, il va prendre la partie centrale sous-jacente qui s'appelle la macula, ou la tache jaune, c'est un peu en dessous de la partie centrale, et là, il va viser les choses. Eh bien, la peau perçoit. Elle encaisse le bruit. Mais quand elle voudra viser les sons,
elle va se servir de sa macula qui s'appelle la cochlée. La cochlée est la partie qui fait l'analyse des sons dans l'oreille. Il y a deux appareils dans l'oreille, un qui s'appelle le vestibule, qui commande tous les muscles du corps et assure la verticalité. Le second est la cochlée qui fait l'analyse des sons, qui nous permet à un moment donné de suivre le langage dans toutes ses analyses et avec une vitesse qu'aucun appareil électronique encore sache seulement dépasser. Actuellement, le drame de l'hypertrophie de l'intensité aboutit à des aberrations sonores qui envahissent l'espace vital. Et cet espace vital, on peut déjà le vivre d'une certaine manière. Il y a des coins du monde où l'air ne vibre pas beaucoup. Et vous êtes tous promenés, maintenant c'est l'habitude de le faire, et sans doute beaucoup d'entre vous ont été à l'aéroport de Madrid, par exemple. Eh bien, pour nous, Parisiens, quand nous sommes un peu anéantis quand nous arrivons à Madrid, tant il y a de bruit. Pour un Espagnol, ça va très bien, il ne s'en rend pas compte. Et si vous aviez la chance d'entendre des enregistrements du Tibet, vous verrez, c'est un bruit incessant, chant de tous les côtés. Eh bien, dans le Tibet, c'est vrai, quand on monte en altitude, l'air se raréfie, les gens n'entendent plus les fréquences élevées et risquent, à un moment donné, de ne pas avoir le bénéfice de ce que donne le son, c'est-à-dire dans les parties aiguës, de donner de l'énergie au cortex. Et là, le sujet est obligé de faire des sons toute la journée, les fameux Aum, tout ce que vous voudrez. Il y a donc un besoin, une nécessité d'activer le cerveau, ou alors vous devenez adynamique, comme, à un moment donné, perdant tout élan vital, justement. Eh bien, encore une fois, quand l'oreille est bousculée dans tous ces processus de défense, elle arrive à avoir des taux d'agression, car elle devient, si elle n'est plus opérationnelle, si elle ne joue plus, c'est tout à coup qui laisse tout passer, et on voit des gens qui se détériorent facilement dans leur état général. Elle se détériore d'une manière curieuse, l'oreille. Elle va arriver à une surdité que l'on va trouver tout à l'heure, une surdité qui est une surdité particulière, qui s'appelle une surdité traumatique. Traumatosonore, exactement. Elle est typée, dès qu'on la voit, on fait le diagnostic. C'est une surdité qui frappe certains points, mais qui ne désorganise pas toute l'oreille. Il va y avoir qu'une partie de l'oreille qui va être abîmée, et on va bientôt le retrouver. Est-ce que les traducteurs arrivent à s'en tirer, ou je parle trop vite? Così? Va bene. Bon. Je vais tâcher d'aller encore plus doucement. Ce qui est frappant, quand on travaille auprès des gens qui ont du bruit, ou même chez les jeunes actuellement, c'est que peu à peu, on les voit accumuler une certaine fatigue. Fatigue qui va devenir de plus en plus importante. Il y a une sorte de détérioration de l'état général. Et en même temps, on va voir les fameux troubles psychiques apparaître. Et j'avais la chance de l'Arsenault d'avoir une population énorme qui travaillait dans le bruit, puisqu'il y avait 10 000 ouvriers. Les 10 000 n'étaient pas sur réacteur, mais enfin beaucoup souffraient du bruit. Et j'ai eu la chance de travailler avec eux, même sur les bancs d'essai, pour pouvoir les vivre avec eux, et de voir que, à mesure que leur oreille s'altérait, leur psychisme se dégradait. Ils devenaient irritables, ils devenaient insupportables, revendicateurs. Mais plus tard, je n'avais pas compris au départ. Le cerveau, c'est un intégrateur fantastique, et peu à peu, je faisais la somme de mes observations, mais c'était difficile de pouvoir le réaliser au jour le jour, puis ça allait tout de même assez doucement. Je vous disais que l'oreille, elle arrivait à une surdité traumatique. Cette surdité traumatique, eh bien, est faite, à un moment donné, pour deux raisons. Elle est fonction de la qualité du bruit. Si le bruit dépasse 130 décibels, c'est sûr que c'est dramatique. Elle est fonction également de la sensibilité individuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un sujet peut être plus sensible qu'un autre. Je vous donne un exemple. Nous avions aux Arsenault, à l'époque, c'était une exception, une jeune femme, polytechnicienne, en France, l'école polytechnique est le sommet des écoles françaises, avec normale supérieure. Elle avait demandé à être spécialisée dans les souffleries. La soufflerie, ça fait au minimum 130 décibels, 120 décibels. Cette jeune, toute contente enfin d'arriver à la fin de ses rêves en ayant cette fonction, eh bien, s'est trouvée coincée parce que dès qu'elle montait sur les réacteurs, au bout de quelques jours, elle commençait à maigrir. Elle perdait facilement 5-6 kilos dans la semaine, ou au maximum 15 jours. Je la retirais, je la mettais à l'abri,
En un mois, elle avait tout récupéré. Et puis elle recommençait. Mais elle récidivait ces altérations, à un moment donné, de poids. Si bien que malheureusement, on a été obligé de lui dire de faire autre chose. Elle avait un poste aux Arsenaux, mais on en a trouvé un autre, mais ce n'était pas celui qui lui plaisait, ça c'est un autre détail. Il fallait tout de même la protéger, car on aurait été beaucoup plus loin. La dégradation a pu être telle qu'elle aurait été sourde et peut-être beaucoup plus malade que ça. Autrement dit, retenez bien, hormis le facteur individuel, le bruit, la qualité du bruit est importante. Et également la quantité. C'est une autre notion que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous pouvez faire passer une musique avec un baladeur à 90 décibels, ça paraît pas très fort. Donc ça vous pouvez très bien ne pas souffrir. Mais si vous l'écoutez 8 heures par jour, la musculature ne peut plus faire de défense. Vous voyez, la quantité est également importante. Une comparaison, parce que ce sont des muscles qui vont travailler. Vous avez une main, dans cette main vous mettez un poids de 100 kilos, eh bien vous avez un beignet ensuite à la place d'une main, bien agrippé par terre. Maintenant, si vous mettez 1 kilo, vous allez supporter un demi-kilo, vous allez le supporter. Et si on demande de tenir un demi-kilo pendant 3 heures, vous verrez que bientôt, il y a une lassitude, mais la musculature fait la même chose. Et donc, à un moment donné, un processus, il va augmenter. Et bien, l'altération de cette oreille, très rapidement, si on ne fait pas attention aux arsenaux, nous avons la chance de faire attention, et d'avoir institué tout un cycle d'examen, nous arrivons rapidement à une irréversibilité des détériorations de la perception avec tout ce que ça va donner tout à l'heure, on va le voir, et l'oreille se trouve détruite, désarticulée, mais pas détruite en totalité. Voilà l'allure qu'elle va prendre. J'ai dessiné, c'est très 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 schématique. Voilà l'allure qu'elle a quand elle est théoriquement normale. Ça, c'est l'audiométrie classique du type américain, où tout a été aligné sur le phénomène de physique et non pas de physiologie. On a une courbe comme celle-ci. En bleu, c'est la courbe que l'on obtient quand on mesure l'oreille avec un audiomètre classique, avec l'écouteur. En rouge, c'est avec un vibrateur. En rouge, ça nous donne, c'est la prétention de mesurer le nerf. C'est faux, parce qu'il y a la peau qui est là, il y a l'os qui est là, il y a l'excitation de toute la boîte crânienne et de l'oreille interne, et ensuite l'excitation des cellules. Puis le nerf est enfin au bout. Enfin, on a un peu l'habitude en disant, là, en rouge, c'est la perception par conduction osseuse, et l'autre par conduction aérienne. Eh bien, une oreille comme celle-ci, exposée au bruit, encore en fonction de l'individu, au bout de quelques temps, eh bien, va avoir une dégradation qui est de ce type-là. Elle commence comme ceci. Cette dégradation montre ce qu'on appelle un trou, un scotome qui est toujours à 4000, très rarement à 2000, très rarement ailleurs, et aux arsenaux, nous avions essayé de déplacer ce 4000 en faisant passer notamment des sons très très graves, en pensant que nous aurions une lésion dans les graves. C'est exceptionnel que vous ayez une modification dans les graves, et c'est toujours à 4000. Au départ, bon, on l'admettait, vous ne savez pas, maintenant je sais pourquoi. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Si par hasard vous laissez le sujet dans le bruit, et si par hasard vous ne le soignez pas lorsqu'il a démarré une telle surdité, eh bien, elle est évolutive. Peu à peu, l'oreille se dégrade, et elle va prendre cette allure-là. Il n'y a plus d'aigu, plus rien. Le sujet commence à être gêné quand il y a du bruit, gêné quand plusieurs personnes parlent, commence à tendre l'oreille, et ça devient, il n'ose plus aller au restaurant. Il est très angoissé dès qu'il rencontre du monde, parce qu'à un moment donné, il l'entend toujours, mais il ne comprend plus rien. C'est un drame absolu. Est-ce que c'est irrémédiable, irréversible, comme je l'ai dit tout à l'heure? Eh bien, il y a d'abord un moyen d'éviter que ça n'arrive. Nous avions travaillé aux arsenaux, nous avions la chance d'examiner les gens tous les 3 à 6 mois, et je vous rappelle qu'il y en avait en tout cas au moins 2000 qui travaillaient sur les réacteurs, donc il fallait être outillé pour les voir systématiquement. Et nous avons travaillé avec mon épouse dans une soute à charbon, et nous regardions, pour ceux qui font des examens d'écoute ici, pendant des années, nous en avons fait 30 par jour. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme travail. Pendant un temps, on aurait préféré être un peu dehors. Mais ça nous a permis de déceler une phase d'alarme. Une phase d'alarme où subitement l'oreille va se présenter de la manière suivante. Vous savez, tout à l'heure, tout était linéaire. L'oreille reste encore linéaire. Mais on voit le rouge, c'est-à-dire le nerf, qui commence à passer. C'est un nerf en souffrance, il n'est plus protégé par cette partie-là,
Maintenant, nous savons que cette partie-là est dirigée par le muscle de l'étrier et l'autre par le muscle du marteau. Eh bien, lorsqu'on a cela, si on intervient vite, si on protège le sujet, si on le lève tout de suite du banc d'essai, son oreille est récupérée très vite, en 8, 10, 15 jours maximum. Et s'il y a des altérations par ailleurs, il les récupère. Et ce que nous faisions à l'époque, je veux dire qu'il y avait quelque chose à faire, avant de replonger le sujet dans le bruit, nous l'éduquions, nous le mettions sous oreille électronique, pour ceux qui savent ce que c'est, donc un appareil de rééducation qui joue comme l'oreille moyenne devait jouer, on apprend aux muscles de l'étrier à faire une certaine gymnastique pour récupérer, et ensuite on le replongeait dans le bruit sans dégâts. Quand je vous disais tout à l'heure que l'oreille complètement détruite était irréversible, à un certain point, c'est vrai qu'on ne crée pas un nerf qui est mort, on ne le fabrique pas. Encore que maintenant, on est en train de réviser un tout petit peu. On sait que des cellules arrivent à se régénérer. Enfin, c'est le démarrage de toute une nouvelle ère. Mais quand on a une oreille très abîmée, comme on peut le voir, je l'ai montré, ces gens qui ne peuvent plus aller à un moment donné quelque part sans souffrir du bruit, c'est paradoxal. Vous avez des gens qui sont sourds, et dès qu'il y a le moindre bruit, le moindre papier froissé notamment, on les voit à un moment donné grimper au mur tellement ça leur fait mal. Eh bien, cela, on arrive à les rééduquer. Et on leur apprend, avec leur mauvaise oreille, à avoir le désir d'écouter. Et par expérience, il vaut mieux avoir une oreille mauvaise qui a envie d'écouter qu'une très bonne qui refuse d'entendre, qui arrive assez souvent. J'ai été contacté très tôt, je dirigeais donc le laboratoire de physiologie aquatique, j'ai été contacté très tôt par le professeur Monnier, en 47, entre 47 et 51, ça fait un peu longtemps. Sachant que je m'occupe de bruit, et sur des humains, le professeur Monnier, accompagné de son élève, le professeur Lehmann, était venu me voir pour me poser un problème qui était celui de la crise endogène de la souris blanche. Bon, au début, ça ne me disait pas grand-chose. Peut-être, je ne sais pas si ça vous chante déjà, mais la crise endogène, c'est quoi? Eh bien, il y a une espèce de souris bien spécifique, qui a le malheur de ne pas tolérer du tout le bruit. Et quand on la met au bruit, elle est prise subitement d'une paralysie des membres inférieurs. Dès qu'on atteint 100, 110 décibels, au bout de 5 à 10 minutes, elle est très agitée. Ses jambes postérieures commencent, tout son train postérieur commence à se paralyser. Et si on la laisse, elle commence à trembler de plus en plus. Si on la laisse, au bout d'une demi-heure, une heure, elle est morte. Et donc Monnier me demandait mon avis. Et je faisais comme lui, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et pendant des années, il a cherché, moi aussi. Et maintenant, avec le recul, je sais ce que faisait cet animal. J'étais trop centré sur l'oreille pour le découvrir. Je n'avais pas encore découvert que l'oreille et la peau, c'est la même chose, ça passait partout. Maintenant, je sais pourquoi. En fait, pour ceux qui travaillent avec nous, et les psychiatres l'ont rencontré, quand ils ont une anorexie, c'est en même temps un spasmophile, un tétanique. Et bien, quand vous faites passer trop de son aigu à quelqu'un, qui est un tétanique, un schizoïde, et bien, il commence à avoir à un moment donné des tétanies, c'est-à-dire des muscles qui se bloquent. On peut avoir des muscles qui se bloquent, voire un peu se mettre gênés. Si vous prenez une tétanie, une grande spasmophilie, on le voit à un moment donné fixer ses doigts et ses bras, jusqu'à être gêné pour respirer. Si la crise continue, on peut aller jusqu'à la mort. Donc, faites attention. Eh bien, c'est ce que faisait la souris blanche. À l'époque, Monnier m'avait tout de même induit autre chose, Lehmann, surtout, c'est lui qui travaillait. Lehmann était au laboratoire de Jouy en Josas, et le professeur Monnier était dans Sorbonne. Et il m'avait fait vivre avec également l'expérience, mais faite sur des rats. Alors le rat, lui, ne meurt pas. Mais il n'est pas heureux non plus. Dès qu'on dépasse un certain niveau, il devient nerveux, il devient agressif, insomniaque et stérile. Donc il y a déjà une modification de l'ensemble. Et évidemment, en parallèle, moi j'essayais de voir ce que je pouvais trouver aux arsenaux. Et aux arsenaux, eh bien, j'avais découvert que mes jeunes qui étaient sur les réacteurs présentaient le même schéma, qui était fait de nervosité, d'irritabilité. Et plus personne ne pouvait faire quoi que ce soit dans la maison sans que les casseroles se mettent à balancer, tellement le sujet était nerveux. Et il y avait de l'agression. Il était en même temps insomniaque. Je n'ai pas pu vérifier s'il était devenu stérile, ils ne me l'ont pas raconté. Ça, c'est une parenthèse que je n'ai pas élucidée. De plus, il y avait une tachycardie, une tension élevée et bien sûr des lésions auditives. Je ne savais pas non plus pourquoi. Enfin, c'était quand même intéressant de le constater. Une jeune femme chercheur, un médecin, Josette Dell'Aquila,
oui, c'est à peu près ça que je me souviens, avait trouvé, et j'étais d'accord avec elle, qu'il y avait une augmentation de catécholamine, c'est-à-dire de production surrénalienne, de corticoïdes également. Donc, une stimulation de l'axe hypophyso-surrénalien, et surtout une chose qui m'intéressait quand je travaillais à peu près sur la même chose, mais sur les chanteurs, une excitation osseuse. Effectivement, quand vous faites des sons, que ces sons sont bien faits, ils sont faits par conduction osseuse, et c'est le seul moyen pour atteindre l'hypophyse et l'épiphyse. Vous avez vu que des gens essayent de faire, à un moment donné, beaucoup de choses pour essayer d'exciter ces glandes, notamment en yoga, on se met sur la tête, on fait l'arme à l'envers, tout ce qu'on veut. Mais vous pouvez avoir une hypophyse bien irriguée, mais si elle n'est pas allumée, si elle n'est pas excitée, on ne peut pas le faire. Et ça vous explique que les grands chanteurs qui chantent bien, qui ont une boîte crânienne qui vibre à très grande intensité, ont une énergie colossale, une vitalité non, parce que tout le processus de stimulation réapparaît. Aux arsenaux, donc, on s'était rendu compte qu'aux réactions somatiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, et psychiques, correspondait toujours une lésion auditive, ce qui m'a permis après de jouer. Et il y a là tout de même quelque chose qui était important, c'est que nous n'avions pas d'éléments pour savoir ce que pouvait être une intoxication réelle, si ce n'est une intoxication au bruit. On n'avait pas d'argument clinique, si ce n'est une lassitude. Et cette lassitude a été très longtemps inexpliquée. Je crois qu'elle est encore pour beaucoup encore inexpliquée. Donc nous commençons à la comprendre. Le sujet va bien. Vous faites tous les examens de la Terre, vous ne trouvez rien. C'est aussi mystérieux. Il y a une fatigue. Et puis un amaigrissement qui est aussi mystérieux, comme je l'ai mis là, que la fatigue elle-même. Et seul sera noté, à un moment donné, une sorte d'accélération de la vitesse de cimentation, qui va, au fond, dans les pathologies, quand on a une pathologie toxique, on a une augmentation dans beaucoup de maladies, de la sédimentation, et une eosinophilie. Cette eosinophilie, c'est-à-dire que les eosinophiles montent qu'il y a un parasite quelque part, qu'il y a quelque chose, une infection qui envahit, notamment parasitaire, et cette eosinophilie, j'avais trouvé de la manière suivante déjà aux arsenaux. Vous prenez un sujet, vous lui envoyez un faisceau de son en pleine figure, vous voyez au contraire les eosinophiles qui descendent. D'habitude, ils sont à zéro. Mais enfin, s'il y en a un peu, on les voit se réduire. On trouve des eosinophiles dans l'asthme, une grande signature de l'asthme. Donc, il y a une allergie, une intolérance. Peut se passer le même faisceau au niveau de l'abdomen, subitement, les eosinophiles peuvent monter. Eh bien, c'était les seules choses qu'on pouvait trouver. Mais comment expliquer qu'un bonhomme qui fasse un peu d'eosinophilie se mette à maigrir d'une manière terrible? Et la seule chance était de le mettre au repos et d'essayer de voir que ça se passe. Encore une fois, le seul test qui jouait, c'est que le sujet mis au repos récupérait. Qu'est-ce qui se trouvait modifié? Eh bien, il se trouvait beaucoup de choses modifiées, mais comme ça, c'est difficile. Quand vous voyez un sujet tous les 3 mois, quand vous voyez quand même régulièrement aux arsenaux, comme je le faisais, quand vous voyez quelqu'un près de vous qui devient sourd progressivement, on ne se rend pas compte des modifications. Eh bien, aux arsenaux, j'avais équipé tout un laboratoire qui me permettait de faire, dans les médias, des recherches tout à fait différentes. Je plongeais le sujet dans une autre atmosphère auditive. Grâce à des fils, je le faisais entendre comme s'il était sourd. Je le fais entendre comme s'il est sourd, traumatique. Et immédiatement, je voyais beaucoup de choses. Je rétrécissais son champ auditif qui s'altérait. Le bruit devenait pour lui sans harmonique. Il était adynamique, puisqu'il n'avait plus un moment donné de charge corticale, il n'était plus assuré. Et en même temps, sa voix devenait sourde. Mais pour lui, les sons étaient sourds également. Ils étaient blancs, sans relief, ternes, lassants, étouffants, non rechargeants. Il y avait donc là, devant nous, quelque chose qui se passait, qui est important. Et surtout, on assistait d'emblée à quelque chose qui se passe par la suite, c'est que le sujet entend sans comprendre. C'est vraiment la signature de la surdité, dite de transmission, dite de perception et traumatosonore. Eh bien, c'est le modèle de la surdité professionnelle. Et je dis toujours qu'il vaudrait mieux ne rien entendre que de jouer à ce jeu-là. Effectivement, ce sont des malheureux qui ont toujours l'oreille à l'éveil. Ils ont entendu quelque chose qu'ils ne peuvent pas décoder. Et ils comprennent tout de travers. Ils sont insupportables. Et vous verrez que dans la nature, on ne tolère pas les sourds. Autant on est prévenant pour un aveugle, autant on l'entoure, autant on est près de lui. Un sourd, vous le mettez au bout de la table, et quand il a fallu lui dire 12 fois la même chose, et toutes les souhaits de finesse a disparu, eh bien, vous négligez le sourd et il est encombrant.
la destruction psychique est d'autant plus, va suivre bien sûr le schéma auditif, et la progression est d'autant plus grande que le champ auditif se rétrécit de plus en plus. Tous les modes comportementaux peuvent être rencontrés. Et quand on est dans le laboratoire, et on peut aller très loin, on peut aller depuis le simple agacement, il y a des sons qui l'agacent, qui taquinent, jusqu'à la crise d'épilepsie. Donc il faut faire attention. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer trop de sons, notamment si vous envoyez des sons déséquilibrés, plus d'une oreille que de l'autre, vous avez, à un moment donné, un déclenchement d'énergie différente dans chaque oreille, et s'il y a une différence dans chaque oreille, vous avez une différence de potentiel, et le clash d'une crise d'épilepsie peut se faire. Donc il faut faire attention. Mais beaucoup d'éléments d'épilepsie peuvent être justement réduits à rien si on arrive à rééquilibrer les oreilles, quand chez les épileptiques, il y a toujours, à un moment donné, une différence de potentiel auditif. Eh bien, les musiques actuelles sont dramatiques. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Et si vous lisez sans trop de passion, et sans être trop engagé, je ne suis pas contre les gens qui font de l'expérience, mais si vous suivez de près, alors sur le plan médical, les grandes manifestations, comme il y en a une en Allemagne, ou dans l'île de Wight, dans le sud d'Angleterre, eh bien, vous verrez qu'il y a toujours un nombre incalculable d'hospitalisations après la séance, et quelques-uns qui meurent. Et ça, on ne le chante pas, on ne le dit pas. Il y a toujours quelques hospitalisés immédiats au cours de la grande séance, et ce sont des troubles cardiaques profonds. Maintenant, nous savons pourquoi. Pourquoi? Je vais citer beaucoup de choses. Le bruit peut vous prendre aux tripes. Ça peut se manifester par un agacement, je vous l'ai dit, mais un vomissement, des palpitations. Vous avez un blocage respiratoire, enfin, mille choses qui peuvent arriver. Eh bien, souvenez-vous que tout ça est lié à un nerf qui s'appelle le vague. Le vague, ou la 10e paire crânienne. Le vague est un nerf fantastique. C'est le seul nerf du corps qui a toutes les fonctions. Il est à la fois moteur, sensoriel et neurovégétatif. Autrement dit, il fait tout. Il est tellement vaste comme répartition qu'il fabrique à lui seul pratiquement le parasympathique. On appelle parasympathique un nerf qui devrait être parallèle au sympathique, mais il se trouve que nous l'avons tellement pollué, tellement traumatisé, tellement empli d'éléments inutiles qu'au lieu d'être le parallèle du sympathique, au lieu d'être une sonde qui nous permet de savoir comment nous respirons, comment notre corps peut battre, comment l'intestin peut marcher, eh bien, il est devenu l'antagonisme du sympathique. Au lieu d'en faire au moment donné la balance, eh bien, c'est lui qui empêche le sympathique de marcher. C'est pour ça que quand vous n'êtes pas bien, c'est parce qu'il y a barrage pour le parasympathique. Et c'est vrai que dans la vie actuelle, on ne comprend plus rien, le sympathique est bridé. Le sympathique est un système autonome qui ne marche pas avec le système nerveux habituel, mais qui est branché directement sur le cosmos. C'est lui qui règle le tic-tac cardiaque, qui règle la respiration à ses vrais rythmes, qui règle la nutrition et qui va régler jusqu'à la reproduction. Dans le monde moderne, on a oublié ces détails. Tout ce qu'on sait, c'est d'essayer de le soigner quand il ne va pas bien, c'est plus sympathique. Eh bien, faut bien comprendre ce qui se passe. Le nerf vague, quand il émerge du crâne, il envoie d'abord un petit faisceau la dure-mère dans le crâne, et puis il a un faisceau qui s'en va à l'extérieur, qui va innerver la paroi externe du tympan, la membrane tympanique, et la partie inférieure du conduit auditif externe. Autrement dit, le bruit va le chatouiller. Or, ce nerf va descendre, il va s'anastomoder, c'est-à-dire se souder avec la 9e paire pour innerver tout le pharynx. Il va innerver ensuite le larynx, moteur et sensoriel. Il va innerver ensuite les bronches, l'ésophage. Il va innerver l'estomac. Il va innerver, à un moment donné, au passage, l'intestin, la rate, les deux reins, tout l'intestin grêle et le côlon, et jusque par anastomose jusqu'aux organes génitaux. C'est un nerf fantastique qui se balade partout. Mais si le son est trop puissant, tout le reste se met en résonance. Nous avons la chance ici d'avoir Mme Murase qui vient directement du Japon. Elle connaît un son qui s'appelle le kiai. Eh bien, un kiai, et on fait ça dans le judo, par exemple, on dit que c'est un son qui va tuer. Je n'ai jamais vu, j'ai analysé beaucoup de kiai. Il y en a à peu près 140. J'en ai analysé plus d'une quarantaine. Eh bien, le kiai ne tue personne. Mais quand vous faites un bon kiai, eh bien, subitement, vous êtes complètement cisaillé, vous ne pouvez plus respirer pendant quelques dixièmes de seconde.
et le cœur s'égale affolement, qui laisse à l'autre la chance, à un moment donné, de vous attaquer un peu plus fort. Et ce même caille, si quelqu'un qui s'est évanoui, vous faites un caille, il se réveille. Toujours parce que vous avez touché à la fois le cœur, le poumon et tout le reste. Et donc là, à un moment donné, quelque chose qui va très très fort. Et je pense, et on en parlait cet après-midi, le caille sort du ventre, du hara. Pour faire un bon caille, il faut que le son sorte de tout l'être à un moment donné. Enfin, voilà l'explication de toutes les tétanies, de tous les troubles, des troubles cardiaques, et pourquoi beaucoup de gens, dans le bruit, à un moment donné, finissent hospitalisés parce qu'ils n'arrivent plus à réguler. Quand vous prenez, par exemple, beaucoup de musiques qui sont asynchrones par rapport au cœur, et quand elles sont anti-rythmées, ça va bien, de temps en temps, une syncope, ça va bien, mais quand vous faites une musique trop syncopée, qu'elle n'est pas dans le rythme cardiaque, vous perturbez votre rythme cardiaque et vous êtes gêné. Pour ceux qui travaillent avec nous, ils savent comment nous récupérons une oreille. Au contraire, on va l'induire à avoir des rythmes physiologiques. Et il y a des musiques qui sont bâties essentiellement sur une physiologique, notamment Mozart. On me demande toujours pourquoi Mozart, mais l'essentiel de Mozart, c'est qu'il a écrit au rythme de son cœur, au rythme de sa respiration. Ça n'est pas tout à fait un rythme d'adulte, c'est pour ça qu'il nous donne tellement de vitalité, c'est un rythme d'enfant. Mozart a été conditionné lui-même pour avoir eu la chance de composer dès l'âge de 3 ans, c'est qu'il lui a donné la chance, à un moment donné, d'avoir un rythme donc accéléré, mais il a toujours été jeune, et que vous preniez Mozart au début ou à la fin, c'est toujours du Mozart jeune. Par contre, avec un cœur qui bat si vite, il est mort très jeune. Cet phénomène de son usure était celle-là. Vous pouvez quand même écouter du Mozart, vous n'allez pas mourir tout de suite, mais il va tout de même vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup de vitalité. Faites-le, vous ne les écouterez jamais. Assez. Une autre musique qui est bâtie sur le rythme et sur la respiration, c'est le grégorien. Mozart a ceci d'extraordinaire, c'est que non seulement il joue sur toute l'oreille, mais il implique de faire ressortir tout ce que l'oreille sait nous donner. L'oreille, vous l'avez dit tout à l'heure, a 2 appareils, un qui se trouve être le vestibule, l'autre qui se trouve être la cochlée. Le vestibule est la partie la plus archaïque, elle est faite d'un organe qui, une partie s'appelle l'utricule, l'autre le sacule. L'utricule est faite pour l'horizontalité de la tête. Il faudrait que les écoutants ont une posture bien définie. Deuxièmement, le sacule est fait pour assurer la verticalité. Il faudrait que les écoutants ont une verticalité du tronc. De surcroît, le nerf qui fait marcher le muscle étrier et le nerf qui fait marcher tous les muscles de la face. Pour les dames qui sont ici, elles savent faire des sons, elles verront disparaître leurs rides. Pour les hommes, c'est pareil. Enfin, c'est le meilleur lifting. C'est le même nerf qui innerve le muscle de l'étrier et qui va innerver, à un moment donné, tous les muscles de la face. Vous avez une belle image pour vous rendre sourd. On n'a qu'à prendre la tête de Beethoven, qui s'était réduit comme à un moment donné, comme une pomme fripée. Il a fait tout le geste qui l'a rendu de plus en plus sourd sans s'en rendre compte. Il aurait fait l'inverse, et il aurait joué peut-être autrement. Ça aurait été dommage pour nous parce qu'il a laissé de belles choses. Par contre, si vous regardez la face de Mozart, il est mort jeune, il n'y avait rien. Il avait au contraire un front très ouvert et aucune ride nulle part. Eh bien, je pense, avant que vous me posiez des questions, qu'il faille sensibiliser les pouvoirs publics. Et je vous dis tout de suite, c'est une usure de longue haleine. J'ai commencé, moi, à me battre contre le bruit vers 1950, à peu près. Et je suis long à décourager. Mais je suis arrivé quelque temps plus tard à faire que la surdité professionnelle soit enfin agréée pour avoir une indemnisation pour les malheureux. Encore que c'est très difficile. Et je vous donne quelque chose qui est malheureusement arrivé. Impossible de faire accepter pour un malheureux qui devenait sourd sur les réacteurs qu'un jour il ait la chance d'être remboursé de quoi que ce soit. Et j'ai consulté dans plusieurs arsenaux et subitement j'ai appris par le colonel qui était là que quelqu'un venait enfin d'être accepté pour surdité professionnelle. Pour moi, c'était la joie, c'était l'aboutissement. Or, c'était la secrétaire de ce brave colonel qui avait été acceptée comme sourde parce qu'elle tapait à la machine. Alors, elle tapait à la machine, elle avait rendu sourde. Alors, j'ai demandé, bien sûr, d'examiner son oreille. Ce qui était le plus beau, c'est qu'elle avait une autospongeuse, c'est-à-dire rien à voir avec le phénomène de surdité professionnelle. Elle avait une surdité qui est opérable, qui n'a rien à voir, une des transitions de perception. C'est la seule femme que j'ai vue d'emblée bénéficier d'une rente d'État pour surdité professionnelle. C'est vrai qu'on peut peiner avec une machine on n'en a plus maintenant, tant mieux, mais une machine à écrire, le tap, 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 semble rien,
Et ce sont ce qu'on appelle des transitoires. C'est un son brutal, et l'oreille ne peut pas supporter les transitoires. Elle n'a pas le temps de se défendre. Elle n'a pas, même si vous envoyez très vite un faisceau très lumineux dans l'œil, il n'a pas le temps de se contrarier assez vite. Il y a un temps de latence. Il est de 19 millisecondes pour l'oreille. Il faut 19 millisecondes pour préparer l'oreille. Mais quand le top est parti, c'est sûr que l'oreille a travaillé pour rien. Donc il faut sensibiliser les pouvoirs publics. Et n'ayez pas peur, vous allez perdre votre temps, mais il faut mettre, comme le gouvernement change, on recommence. C'est pas grave. Mais un jour, on y arrive. Sans doute, ils sont lassés. Il faut y aller. Il faut également sensibiliser les familles. Actuellement, tout le monde est perturbé, il n'y comprend plus rien. Vous rencontrez vos familles que leur enfant s'est détruit en écoutant des musiques trop riches. C'est eux qui vont acheter la future trompette la semaine d'après. Il n'y a rien à faire. Et pourquoi pas chaque jeune individuellement. Quand je prends un jeune, je commence à lui expliquer, quand il commence à avoir quelques ennuis, il y en a quelques-uns qui sont un tout petit peu gênés. Peut-être qu'il serait bon que nous montions, nous qui travaillons dans ce domaine, à un moment donné, ils comprennent un peu de temps, et qu'on les mette pendant 2 quarts d'heure sur une oreille qui n'entend rien, avec des fils, avec une oreille électronique, c'est facile de mettre le sujet pendant un bon quart d'heure, comme s'il était avec des oreilles comme les chiens de chasse. Quand il va vivre là-dedans, il va se rendre compte dans quel univers il risque de s'enfoncer. Il faut le faire, il ne faut pas nanter aux gens. Cette dimension. Les bruits auxquels j'ai fait allusion, vous avez vu, sont les bruits industriels, les musiques actuelles et les baladeurs. Quand les baladeurs sont apparus, immédiatement j'ai vu le danger et je me suis permis d'agiter en France la direction de Sony que je connaissais bien. Et le directeur était très favorable à ce que je racontais, à tel point que j'ai fait un dossier qui est parti à la direction de Sony au Japon. On m'a fait répondre qu'il s'en fichait complètement. L'intérêt commercial était tel, comme mon histoire, c'est moi qu'on envoyait balader, non pas le baladeur. Bon, si bien qu'on était donc coincé dans le système. Maintenant, une notion qui est intéressante et qu'il faut qu'on se mette en tête, et les gens ont pensé que ça pouvait rendre service, puisque le bruit est si nocif, le silence doit être extrêmement bénéfique. Ça paraît logique. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le silence? Est-ce qu'il peut l'être bénéfique? On confond le silence pour les gens, c'est ne rien entendre. C'est pas vrai, il y a des milliers de silences. Et si vous voulez, le son, en fait, vous l'analysez bien, c'est une modulation du silence. Ici, par exemple, du point de vue acoustique, c'est fabuleux. La chambre serait sourde, je suis en train de m'époumoner, et je verrai vos oreilles s'allonger pour m'écouter. Donc, il y a à un moment donné un effort considérable, et là, tout est donné. Ça dépend de l'ambiance, cela. Il y a un bruit de forêt, il y a un silence, mais un silence vivant. Nous avons besoin d'un silence qui chante. Pour que la vie soit dynamique, pour qu'on soit à un moment donné toujours plein d'énergie, il nous faut, à un moment donné, quelque chose de sous-jacent qui soit toujours prêt. Vous êtes tous entrés dans une chambre réverbérante, même si vous ne faites pas de bruit, il y a quelque chose. Et si vous avez, dans votre salle de bain, vous avez envie de chanter, parce qu'il y a une réverbération qui se fait. Maintenant, une expérience que vous pouvez faire, elle peut être donnée à tout le monde si on cherche un peu, c'est d'entrer dans une chambre dite anéchoïque, c'est-à-dire qui ne donne pas du tout de réverbération, une chambre qui ne peut pas donner d'écho anéchoïque. Eh bien, vous mourrez. À un moment donné, c'est terrible. Moi, j'ai fait beaucoup de mesures à l'intérieur. On mesure les microphones, on mesure n'importe quoi dans ces chambres-là, à titre d'essai. Ce sont des chambres hyper insonorisées. Vous ne pouvez pas vivre à l'intérieur. Pourtant, il y a de l'air. Cet air, il peut avoir autant d'oxygène qu'il veut, mais c'est un air qui ne vibre plus, c'est un air mort. Et vous ne le sentez plus. Or, quand nous vivons, nous sommes dans un bain de stimulation qui va sur tout le corps. Et souvenez-vous que pour que ça marche bien, ce sont les Canadiens qui ont étudié ce problème, il faut que nous recevions 3 milliards de stimulations par seconde, au moins 4h30 par jour. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin de ce bruit pour donner de la vitalité au cortex, pour avoir cette vitalité, pour être à tout moment plein de créativité. Si on ne fait pas cela, si on ne fait pas attention, si on sonorise trop les choses, il m'est arrivé par exemple à Paris d'avoir été 2 fois convoqué par des notaires qui se trouvaient fatigués et autres, pour faire je faisais beaucoup d'études d'insonorisation pour les arsenaux, et là, je les connaissais, ils m'ont invité, exactement un notaire, et l'autre, un élève de Le Corbusier. J'ai soigné Le Corbusier jusqu'à la fin de sa vie, et bon, petit détail, il était sourd, tu peux le voir tous les 2 jours, avec un caractère exécrable. Je m'excuse parce qu'il était suisse, mais ça fait rien. Il était absolument invivable. Eh bien, le brave Le Corbusier avait un élève qui n'avait rien trouvé de mieux que d'insonoriser sa pièce en mettant, il avait fait d'abord
une sorte de, il a mis son bureau dans une demi-sphère. C'est très beau à voir, mais il faisait une erreur, c'est que la longueur d'onde qui était dedans, il vibrait que dans les graves. Et pour être tranquille, il avait mis de la moquette au plancher et la moquette surtout pour tout. On entrait là-dedans, c'était l'étouffoir, et il se plaignait parce qu'il était fatigué. Eh bien, il était fatigué parce qu'il n'a plus de simulation. Et bien sûr, j'ai fait enlever les moquettes des murs, et puis après, on a trouvé d'autres moyens pour sonoriser un peu la pièce autrement. Il faut que la pièce soit vivante. Donc, il n'y a rien à faire. Si vous allez plus loin dans la déprivation sensorielle, eh bien là, vous avez des dégâts importants qui peuvent aller dans ce qu'on appelle la déprivation sensorielle, qui peuvent aller jusqu'au suicide. On a fait dire à Lélie, que j'ai bien connu, Lélie, c'est lui qui s'est occupé du bruit des baleines, notamment, et qui s'est occupé ensuite des dauphins. On a fait dire à Lélie que le cerveau n'avait pas besoin de simulation. Il a sûrement jamais dit ça. Je le connais bien pour pas. Bon, on lui a accordé ça. Et grâce à ce dire, on a spéculé là-dessus. On a fabriqué des enceintes pour mettre les gens à l'intérieur de ces enceintes et en déprivation sensorielle. On les a mis dans de l'eau, assez pour qu'ils soient dans un état de gravitation, donc il n'y avait plus de stimulation provoquée par la pesanteur. On les a mis, bien sûr, dans le silence, dans le noir, enfin, rien qui stimulait. Et puis, on a pensé qu'on arriverait à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire à les déconnecter pour passer dans un autre plan, à les faire rentrer dans ce fameux vide que certaines sectes, malheureusement, cherchent pour que les gens grandissent. C'est vraiment les aplatir définitivement, il ne reste plus rien. Et je vous donne un exemple que j'ai vécu. En France, heureusement, en ces premiers temps, il y a eu de suicide. Et l'exemple que je vais vous donner, je l'ai vécu de près, il est assez douloureux. J'ai travaillé avec une équipe lyonnaise sur le cancer. Pour des raisons X, et je pense que mon collègue psychiatre est d'accord, le cancer est une maladie qui est l'intégration d'une grande maladie psychique. C'est une intégration d'une schizophrénie paranoïde. Il vaut mieux, encore une fois, faire une maladie, un cancer, et se battre, que de devenir fou, qui est dramatique, parce qu'on ne peut rien faire. Et on a vu aujourd'hui que les gens qui rentrent dans ce domaine, ce sont toujours des gens qui ont peur de la douleur, peur de la maladie, peur de tout, et ils s'en vont dans un monde absolument irraisonné qui est celui de la psychiatrie. Le corps, il ne laisse plus faire le corps est intelligent. Subitement, quand on dévie, quand on déraisonne, il absorbe toutes nos déraisons et nous donne une maladie psychosomatique. Eh bien, on travaillait donc pour le cancer, en ayant remarqué ceci, il y avait un grand accoucheur avec nous, de Lyonnais, et on avait remarqué que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a jamais de cancer de l'utérus, il n'y a pas de cancer du sein. Donc il n'y avait pas de fixation d'une angoisse quelque part. La chance, il y avait un cancer, le sujet. Déjà, quand un psychiatrique commence à s'enrhumer, ça commence à aller très bien. Il va mieux. Il sort de son cauchemar vivant. Eh bien, le psychiatre est arrivé. Il y avait un psychiatre psychanalyste qui était avec nous dans la recherche. C'est arrivé, il dit, ça y est, j'ai trouvé quelque chose, c'est les caissons. Moi, je connaissais les caissons en Amérique. J'ai dit, attention, va le danger. Non, c'est fabuleux. J'ai dit, attention. Il dit, de toute façon, je ne le ferai pas aux gens sans l'essayer. Bon, méfiez-vous. La semaine d'après, il s'est suicidé. C'est-à-dire à quel point c'est violent. Alors actuellement, il existe encore quelques caissons qui existent, qui arrivent à faire payer très cher le droit de se suicider. Mais enfin, ils ont modifié un petit peu leur technique. D'abord, c'est une chambre éclairée à l'intérieur. On fait passer de la musique douce. Alors, il vaut mieux être dans votre salle de bain, ça coûte moins cher. Et vous avez la chance d'avoir un paysage tout à fait différent. Autrement dit, je vous ai exposé là un tout petit peu tous ces propos pour vous montrer l'importance que revêt la pathologie du bruit. Et on n'y pense jamais. Souvenez-vous encore que ça alimente beaucoup de choses. Et surtout, je vous l'ai fait passer pour préciser combien il est temps de s'en alarmer. J'espère que maintenant vous allez vous battre aussi. Et combien il est temps de s'en défendre. Voilà, vous me posez toutes les questions que vous désirez. Quel est votre avis sur la marginalisation de votre thérapie dans la société médicale? C'est leur problème et pas le mien.
Bon, et ils sont d'accord ou pas d'accord. Moi, ça fait 50 ans que je vis grâce à cette recherche que j'ai faite. Et je ne tiens debout que parce que j'ai des résultats tous les jours. Et les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais chez moi, c'est un bocal ouvert. Il y a la transparence, c'est le mot qu'on utilise maintenant. Tout le monde peut venir voir. Ils ne viennent jamais. Tous ceux qui sont contre n'ont jamais vu, n'ont jamais lu, n'ont jamais rien fait. Mais c'est vrai que je suis gênant. Je suis gênant parce que j'ai des idées. Chaque fois que vous avez une idée, vous encombrez quelqu'un. Alors, il faut s'y faire. Un jour, ils vont venir. Actuellement, on est en train de prôner dans tous les coins, notamment je suis de Torino, on est en train de prôner l'oreille droite. C'est moi qui l'ai découvert il y a 50 ans. On est en train de découvrir que la peau commence à entendre. Moi, je l'ai démontré il y a bien longtemps. On est en train de découvrir que la vie intra-utérine existe. Bon. Et maintenant, on pense que le fœtus écoute. Et j'en ai parlé depuis 1950. On est en train de découvrir que l'oreille a la chance de percevoir des bandes passantes des langues vivantes. On essaie de les appliquer. Moi, je fais ça depuis 1952. Enfin, tout. Alors, je crois qu'il faut avoir le temps. Maintenant, pour être plus près, je crois que ils ont raison. En ce sens que je les dérange. Je sais pas si vous êtes médecin, je n'en sais rien. Bon, mais pour faire les études de médecine, c'est très difficile, c'est très long. Et combien de médecins arrivent en fin de médecine complètement épuisés? Et ils ne vont plus jamais ouvrir un livre de leur vie en disant « chic, j'ai fini ». Bon. Surtout en Autorino, vous avez encore 4 ans de plus pour vous y mettre. On apprend que l'oreille marche comme ci, le machin marche comme ça. Subitement, il y a un enquiquineur qui arrive en disant « mais non, c'est pas du tout ça, c'est autrement que ça marche ». Il faut tout réviser, tout recommencer, c'est difficile. Actuellement, je pense qu'avec les techniques que nous avons, je sais comment marche une oreille humaine, par exemple. Eh bien, j'ai écrit ce livre-là en 1900, qui s'appelle Vertige, je l'ai écrit en 1953. Je n'ai pu le publier qu'il y a 3 ans. Grâce au barrage qu'on a pu faire. Bon, il est quand même sorti. Le tout, c'est d'attendre. Alors, j'ai la chance d'avoir commencé très jeune. J'ai commencé mes recherches avec 24 ans. J'ai la chance de tenir le coup encore et de voir que les choses se réalisent peu à peu. Mais quand je vois la vitesse à laquelle ça avance, je trouve que c'est normal. Plus je vieillis, plus je deviens patient. C'est d'autant plus grave ce que vous avez posé là comme question, c'est que celui qui pâtit du système, c'est le malheureux qui ne veut pas venir se faire soigner, qui ne peut pas. Non, alors là, l'histoire d'argent, comme vous le dites, et vous ne connaissez pas non plus les centres, ça montre aussi que vous n'êtes pas informé suffisamment. Le centre de Paris, par exemple, n'a jamais refusé quelqu'un qui n'ait pas d'argent. Venez avec une oreille qui ne marche pas, on vous prend. Moi, je suis peut-être un peu trop généreux. De temps en temps, mon staff me prévient que j'ai dépassé les limites. Et j'ai jamais pu dire encore de ma vie à quelqu'un, allez vous faire voir ailleurs parce que vous ne pouvez pas payer. Eh bien, il ne paye pas. Et je pense qu'actuellement, si on ne se bat pas pour que les gens, vous avez devant vous un collègue qui est en Italie, qui s'occupe que de malheureux psychiatriques, demandez-lui combien il prend, rien. Je crois que vous êtes toute une légende. On a raconté à un moment donné que je prenais 5 millions anciens, tout de même, par client. C'est dommage que ce soit pas vrai. Je ne serais pas en train de m'ennuyer de temps en temps pour mes fins de mois, je vous le dis tout de suite. Bon, je crois qu'il y a toute une légende. D'ailleurs, il faut dire que ceux qui montent des centres, il y en a 250 dans le monde, c'est pas pour rien, ne font pas fortune avec un centre. Ça fait vivre les gens qui sont dedans. Mais ça les fait vivre à 2 niveaux. Bon, c'est vrai qu'ils vivent, bon, financièrement, ils arrivent à surmonter l'histoire, mais surtout, ça les fait vivre par la chance de voir un enfant qui ne marchait pas, qui se met debout en 8 jours. Un enfant, on vous a raconté qu'il ne parlerait jamais, qui se met à parler. Un autiste que vous sortez du trou. Un psychiatrique qui devient normal. Et ça vaut tout l'or du monde. On n'a pas besoin d'argent pour avoir cette satisfaction-là. C'est ça qui nous tient debout. Professeur, grâce à vous, on connaît la manière dont l'enfant entend le bruit de sa mère, la voix et tous ces bruits. Et vous avez dit un jour qu'on pouvait arriver à ce que la mère entend les bruits de son enfant jusqu'à pouvoir percevoir sa mort quelques minutes à l'avance. C'est vrai. Vous qui êtes coucheur, le problème se pose pour vous aussi très fort. Mais c'est vrai que
actuellement, nous savons par où passe le son pour aller au fœtus. Il passe par la voie vertébrale, par la colonne vertébrale, et il va joindre, à un moment donné, tout le pelvis. Et le pelvis, quand on met les mesures, tous les sons que l'on envoie, même sur le crâne, le pelvis va, à un moment donné, chanter comme une cathédrale. Il y a qu'une chose que nous n'avons pas toujours expliqué, c'est qu'il se dégage des harmoniques qui sont toujours des harmoniques impaires. C'est curieux. Pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que pour la femme qui accepte son enfant, et la femme qui accepte son enfant, vous le savez bien, vous mieux que nous, qu'elle est heureuse de montrer cet enfant qu'elle porte, elle a une posture, ça tient bien, elle porte l'enfant devant elle avec fierté. Une mère qui ne veut pas d'enfant va se tenir comme ça, elle le rejette. Et subitement, il ne passe plus rien au niveau de la colonne. Nous avons le même ennui également quand une mère, pour des raisons X, alors médicales, est obligée de s'allonger. Allongée, la colonne vertébrale fait autant de séparation qu'il y a de vertèbres. Parce que lorsqu'elle se tient bien, eh bien, les vertèbres sont liées entre elles par des ligaments, une tension musculaire très forte, et ça devient une canne vibrante. Là, ça marche bien, et l'information va passer. Vous vous souvenez donc qu'on se bat pour savoir si ce sont les aigus ou les graves. Et vous savez également qu'il y a une autre question que se pose l'accoucheur. Je vais vous la poser aussi. Pourquoi, à un moment donné, le fœtus change et tombe la tête? Eh bien, il arrive à un terme, vers le 8e mois, où il a besoin d'entendre sa mère de plus en plus. Et pour lui, le meilleur moyen, c'est d'aller mettre la tête contre la couronne pelvienne. Et là, il va avoir l'information qui passe à tout moment. C'est pour entendre sa mère. S'il la refuse, il ne tourne pas. Il peut y avoir des incompatibilités. On se bat pour savoir si elle entend. Maintenant, certaines prétendent que ce sont les graves. Moi, je prétends que ce sont les aigus. Je prétends que ce sont les aigus pour deux raisons. Premièrement, si vous faites passer des graves, il ne se passe rien en clinique. Vous savez, je disais les mêmes techniques. Dès qu'on passe les aigus, tout s'allume. Dès qu'on passe la voie de la mère, un aigu, l'enfant revit, replonge dans sa vie intra-utérine et tout. Passer des graves, il s'endort. Top. Deuxièmement, mais Retsus le savait déjà au siècle dernier, vous avez, Vandal a démontré en 1923, l'oreille du fœtus est beaucoup plus riche que l'oreille de l'enfant plus tard en fibres sensorielles. Mais son oreille marche comme un filtre. Elle coupe tous les graves. Elle coupe tous les graves, non pas chez le fœtus humain, mais chez tous les fœtus des mammifères. Sans quoi la vie dans un utérus est impossible. On entend le bruit du ventre de la mère, on entend le cœur, on entend la respiration, les mouvements qu'elle fait, les mouvements que fait le fœtus, son propre cœur. Ça fera un marasme tel que c'est invivable. Pour barrer tout ça, l'oreille marche comme un filtre, elle coupe tout à partir de demi. C'est pour ça qu'ils n'entendent plus que les aigus. Donc la vie devient, c'est purement un phénomène de physiologie. Nous le savons, nous, quand un enfant va naître, il n'entend toujours pas les graves. Et on le connaît par la contraction auditive vocale. Avant qu'il prenne sa voix d'adolescent, il faut 12, 13, 14 ans. C'est le moment de la puberté qu'il va enfin entendre les graves et sa voix va, à un moment donné, muer vers les graves. Mais au début, il n'entend que les aigus. C'est déjà la preuve. Alors, je vous disais, c'est vrai que nous essayons par les bruitages, mais c'est difficile à démontrer parce qu'on n'a pas d'appareil assez sensible, que le fœtus est en train d'informer sa mère sur quelque chose. Et la preuve, vous le connaissez, c'est que quand une mère perd son enfant, elle le sait tout de suite. Il y a donc quelque chose qui a communiqué. Il y a autre chose qui est très troublante, et ça doit vous arriver chez vous plus souvent que ce que nous pouvons voir. Un enfant est tout heureux d'avoir sa mère. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, il est à peu près entre 15 mois et 3 ans, il se met à pleurer terriblement. C'est pas la peine de faire d'examen. La mère est enceinte. Subitement, il a perdu sa mère. La mère est transformée. C'est l'enfant qui fabrique la mère. C'est l'enfant qui, à un moment donné, transforme complètement. Nous, il nous faut l'examen du laboratoire, le lapin, le machin, le truc. L'enfant le sait tout de suite. Il se passe entre deux êtres 1000 choses qui sont très importantes, et notamment ce phénomène. Professeur, j'étais venue ici un petit peu dans l'espoir de connaître un petit peu la méthode Tomatis, parce que je ne connais rien du tout de cette méthode. Pouvez-vous nous en parler, enfin, nous dire à quel genre de gens elle s'adresse? Si on peut aider les adolescents en difficulté, par exemple. Eh bien, le raccourci le plus facile que je peux vous donner pour aborder tout de suite, sans quoi il y a une autre soirée, c'est nous faisons de la pédagogie auditive. Nous apprenons aux gens à écouter. Et dès l'instant où le sujet se met à écouter, eh bien, il commence à s'humaniser. Être humain, ça veut dire avoir la chance de communiquer,
avoir la chance d'être vertical et avoir la chance également d'avoir une latéralité qui apparaît. Sans langage, vous n'avez pas de latéralité. C'est une trilogie obligatoire, une sorte de spéciation qui fait qu'il faut les trois éléments pour pouvoir aboutir à devenir un être humain. Mais pour devenir un être humain, il faut traverser pas mal de choses. Il faut déjà traverser la vie intra-utérine. Si celle-là se passe bien, on vit dans un paradis fantastique qui nous appartient, avec un petit malheur, c'est qu'au moment où ça va le mieux, au moment où on est enfin le maître du royaume, eh bien, on est évincé. On ne sait pas encore si c'est trop le fœtus qui veut sortir, ou si c'est la mère qui demande. Je pense que c'est le fœtus qui demande à sortir. On le voit, la différence, notamment chez les prématurés. Le prématuré a toujours un manque, parce que c'est pas lui qui a décidé, on l'a mis dehors au moment où il fallait pas. Je peux vous en parler, je suis un prématuré, c'est peut-être pour ça que je fais toujours de la vie intra-utérine. Prématuré de 6 mois et demi. Eh bien, il y a donc là quelque chose, je pense, de profond. Si quelqu'un a à un moment donné un drame à ce moment-là, on peut le récupérer en lui faisant revivre cette période, et nous avons beaucoup de prématurés que l'on remet en selle, malgré leurs petits problèmes. Des fois, malheureusement, ils ont des problèmes qui sont beaucoup plus profonds, organiques. Là, on peut les aider. Mais s'il n'y a pas d'autres problèmes, on va les récupérer rien que par la voie de la mère ou par l'édition intra-utérine. Eh bien, quand on va prendre le cursus de quelqu'un qui vit dans le ventre de la mère, qui va naître, qui va ensuite progresser, on a des étapes, et ces étapes sont, si elles s'arrangent bien, ça donne à l'autre bout un homme qui va bien, une femme. Mais si ça marche pas très bien, eh bien, il va y avoir des étapes. Si l'enfant va bien dans l'utérus, ça va bien. Si la mère est pathologique, il aura des problèmes. Surtout si c'est un émotif. Si la mère est folle, entre guillemets, enfin, c'est un terme un peu vaste, eh bien, il y a de fortes chances d'être schizophrène à la naissance. Si c'est un émotif. On appelle émotif, nous, celui qui est intuitif, enfin, le long filiforme, bien caractéristique. Si c'est ce qu'on appelle, nous, un somatoïde, c'est-à-dire un corps, eh bien, celui-là se moque complètement. Dans toute sa vie, pourvu qu'il ait à manger et à bien dormir, sa vie psychanalytique est réglée, donc il ne se casse pas la tête. On le trouvera plus tard, parce que plus tard, vers la quarantaine, il ne saura pas se recharger. Il a été le musclé qui fabriquait ce qu'il voulait. Un jour, il n'a plus de muscle, il est désemparé. Voilà, celui-là, on va le soigner autrement. Bon. À la naissance, c'est un gros problème. Et si on a, à la naissance, certains tempéraments qui sont plutôt paranoïdes, c'est-à-dire qui intellectualisent tout, et ils désirent certaines choses qu'ils n'ont pas obtenues. Et avec un drame, c'est qu'ils ont toujours raison. C'est difficile donc de les soigner puisqu'ils vont faire quelque chose et ils accusent à un moment donné leur activité sur des fondements qu'ils croient être vrais. C'est l'autiste. L'autiste, c'est un enfant, par ligne, qui naît, il trouve qu'au fond, la naissance n'a pas été ce qu'il voulait, il n'a pas été reçu comme il désirait, et subitement, il va punir sa mère en ne parlant plus. On a toujours dit que c'était la faute de la mère. La mère n'y peut rien. Mais que feriez-vous devant un enfant qui refuse de vous parler, s'il était le vôtre? Au bout de quelque temps, c'est dramatique. Et la mère devient la mère de l'autiste aussi. Il y a toute une complication. Autrement dit, l'animal, quel enfant, sur le plan humain, le plan animal, il va bien, la mère aussi, mais leur relation est morte. Et ça peut durer. Bon. Si maintenant tout va bien à la naissance, ça se passe bien, il y a un autre cap à traverser, c'est celui qui va nous permettre de passer du langage à la mère, qui est dans tous les coins du monde, depuis la Chine jusqu'aux Caraïbes, et le même, c'est papa, pipi, popo à peu près. Ça, c'est la langue maternelle, là, voilà. Et un jour, il va falloir passer à un autre langage, c'est celui du père, qui est la première langue étrangère, la langue sociale. Là, il y a un problème. Si la mère abandonne l'enfant, elle le fait l'affront au père, car le père est celui qui va décider du langage. La mère, elle sait faire, l'enfant lui donne son amour, enfin, c'est énorme, la relation qu'il y a entre la mère et l'enfant, mais elle ne peut pas le faire grandir au-delà de cette potentialité. Si elle ne peut pas le faire grandir, quoi qu'elle fasse, dans le monde moderne, on le voit, les dégâts que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de père souvent. Nous sommes très gênés. S'il n'y a pas de voix d'homme, l'enfant a beaucoup de chances, s'il est un émotif ou un paranoïde, de dévier, à un moment donné, d'avoir de grosses difficultés. Il faut qu'un homme parle. Si un homme parle, tout va s'arranger. L'homme est celui qui va donner le passeport pour démarrer. Ça va se passer, démarrer un tout petit peu vers 2-4 ans, et surtout entre 5 et 7 ans. Eh bien, si l'enfant qui commence à parler, qui rentre dans un terme qui est amusant, qui s'appelle le bégayage. Le bégayage, c'est un vieux terme flamand, qui veut dire être bavard. Vous voyez, quand l'enfant commence à réciter ses papa, pipi, popo, il devient bavard. Eh bien, il va falloir passer au langage normal. Si la mère le tient trop, pour lui faire plaisir, il va rester à papa, pipi, popo, caca, si vous voudrez, mais il débègue. Le bégaiement, c'est la chronicité, à un moment donné, du bégayage.
Et ça va l'empêcher de grandir. La mère qui a voulu donner la vie va l'enferrer et va lui donner presque un accrochage à la mort. Donc c'est difficile d'être mère, à ce moment-là, si on ne comprend pas qu'il faut que l'enfant grandisse. Et nous aidons beaucoup les mères. Quand on soigne un enfant, on soigne aussi, on prend la mère en même temps pour le désangoisser, qu'elle comprenne ce qu'on fait à l'enfant. En lui montrant bien qu'un enfant de ce type-là n'aime pas sa mère. Un nourrisson, ça n'aime pas beaucoup sa mère, ça la mange. Il lui fait une belle crotte à la sortie, il peut-tu marcher. Vous avez ensuite l'enfant un peu plus grand qui, lui, bon, vous avez vu son comportement, l'adolescent, souvent, c'est odieux. Pour aimer sa mère, il faut être adulte. Quand on prépare la mère à être bientôt celle qu'on va aimer, ça nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on va la traiter en même temps que l'enfant. Et si maintenant le stade est passé, le langage est intégré, pas très bien, avec quelques difficultés, parce que le père, eh bien, a une trop grosse voix, il attrape la femme tout le temps, il se comporte mal. Enfin, alors l'enfant va rejeter un petit peu ce père-là et va devenir, devant le logos qu'est le père, qui est la loi, le logos est la loi, et la lettre, il va devenir handicapé dans toutes ses dimensions, il va être dyslexique, dysorthographique, tous les 10 de la terre que vous pouvez trouver. Si vous redressez l'oreille, ça remet dans l'ordre. Si maintenant on va beaucoup plus loin, il y a un autre stade qui est très très fâcheux et qui alimente également la psychiatrie, c'est un enfant, très souvent, dans une famille où la mère, pour des raisons X, veut divorcer ou autre, n'est pas d'accord avec le père parce qu'il est ivrogne tous les soirs ou parce que ça ne va pas, enfin, n'importe quoi, tout ce qu'on peut inventer, et qui commence devant les enfants à dire ton père ci, ton père ça, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Bon. Si l'enfant croit la mère, il a tout lieu de la croire, il va rejeter l'image du père. Et là, c'est le drame. Le père, c'est le devenir de l'enfant. On ne touche jamais l'image du père. Mais s'il n'est pas là, on raconte qu'il voyage. S'il n'est pas là, on dit qu'il va travailler ailleurs. Il faut trouver une excuse, mais jamais l'accabler. C'est pas le père en tant que tel, c'est l'image et le symbole qu'il représente. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes des animaux symboliques quelque part. La mère, c'est le passé. La mère, c'est la terre dans laquelle on s'enfonce. La mère, c'est la maison, c'est cet utérus fantastique qui nous maintient. La mère, un jour, c'est l'éclatement du cosmos. Et le père, c'est l'image solaire, c'est le devenir. C'est ce qui va nous permettre de grandir. Bon, actuellement, malheureusement, grâce à l'éducation actuelle, on tue père et mère. Votre cas d'analyse y a aidé. Vous tuez père et mère, le sujet meurt en même temps. Il n'y a rien à faire. Le mère étant la vie, et le père étant celui qui va donner une dynamique à la vie. C'est lui qui va la dynamiser et donner à l'enfant ce désir de faire, ce désir de grandir, ce désir d'agir. D'ailleurs, il y a des ascètes, comme les ascètes juifs, qui disent toujours « écoute et agis ». Et j'ai un bon israélite qui me dit toujours « ce qui m'ennuie, c'est que j'agis et j'écoute après ». C'est un autre là. Alors, à tout moment, nous avons la chance de pouvoir démarrer par la vie intra-utérine, et en fonction du stade où nous avons constaté si l'enfant est seulement dyslexique, on ne va pas rester longtemps dans la vie intra-utérine, on passe, mais on le fait revivre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est passé des lésions, il s'est passé des choses désagréables, il s'est passé des ennuis, et l'enfant a du mal à les surmonter. Pour pouvoir l'y aider, on le fait partir à zéro, et il prend une autre voie. Alors, les gens ont eu peur au départ en disant, mais c'est une régression. Non, régression, c'est un mot qu'il faudrait supprimer dans la régression, c'est un gros terme psychiatrique qui veut dire pratiquement une dissolution du cerveau. Par contre, quand vous faites entendre à quelqu'un, je vous entends ici, la voix intra-utérine, tout le monde aurait la même réaction d'un passé fantastique, de quelque chose une mémorisation qui reparaît. Et alors, nous lui suivons par les dessins. Les dessins nous donnent la chance que le sujet se laisse faire, à travers tout ce que nous passons, ou la voix de la mère, en édition intérim, ou Mozart, et tout le monde, avec son génie, son habileté, va dessiner les mêmes thématiques. Même thématique en édition intra-utérine, même thématique pour la naissance, même jusqu'aux abords du langage. Donc on peut suivre en même temps la lecture. Alors maintenant, chez les adultes, comment procède-t-on? Un adulte, ou bien il s'est orienté, il a raté son entrée, il va avoir une puberté comme on en a maintenant, et puis après des ennuis avec la drogue ou autre. Nous en avons de plus en plus. Nous n'avons pas guéri de gens de la drogue, mais nous leur donnons la force de se sortir de la drogue. Encore une fois, l'oreille est vraiment, je pense, le gros élément que nous apportez, c'est que l'oreille est une dynamo qui permet au cerveau d'être toujours rechargé. Plus votre oreille fonctionne, plus vous écoutez, plus vous participez, et plus vous avez la chance à un moment donné d'adhérer aux choses, et plus vous avez la chance de faire que vous comprenez, votre vigilance augmente, et grâce à ça, vous avez la chance d'opérer, d'être toujours présent. Eh bien, un sujet qui veut avoir la force de se sortir de sa drogue, avec des sons, il y arrive toujours. Nous avons beaucoup d'héroïnomanes encore à Paris actuellement. Bon, nous avons également des grosses pathologies. Et
on ne les sauve pas, on leur permet de se battre contre la maladie. Alors nous avons maintenant un autre spectre de malades, d'échantillonnage, qui est celui de la retraite. Les gens retraités. La retraite, c'est la mort pour un cerveau. Pour un cerveau, il n'y a ni retraite ni vacances. Plus il travaille, mieux il se porte. Et actuellement, on a pris l'habitude depuis longtemps de mettre les gens à la retraite. Ils espèrent ça comme vraiment quelque chose à souhaiter pour la vie. Et enfin, se mettre avec une bonne chaise devant sa maison et voir passer les voitures. Bon, ça c'est dramatique, parce qu'avant ils parlaient. On leur parlait. Ils avaient une charge, il y avait des sons tout le temps. Subitement, ils rentrent dans le silence. Au bout de quelque temps, l'oreille tombe, elle tombe très vite. Ce sont de tout petits muscles. Ils tombent très vite, ils sont en déprivation sensorielle, le cerveau décroche et ils sont complètement anéantis. Alors nous en savons beaucoup actuellement. Il y a c'est l'innovation des gens qu'on a mis en retraite prématurée. Mais ils font la même chose. Alors quand un sujet, on vous dit, je lui demande, alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais mon jardin. Mais c'est pas assez. Surtout s'il était directeur d'entreprise, s'il a parlé ou s'il était n'importe quoi. Ou alors l'autre qui me raconte, ça me laisse toujours un peu pantois. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire du bridge toute la journée. Mais avoir 100 milliards de cellules dans une cellule pour faire que du bridge toute la journée, c'est épouvantable. D'autant que notre cerveau ne nous appartient pas. Il appartient au genre humain. Le cerveau, c'est fait pour aider les autres. Bien, quand on a dynamisé les gens et qu'ils n'ont pu comprendre ce qu'on faisait, on les voit repartir comme de bons pèlerins pour se battre pour aider les autres. En France, c'était très difficile de faire que les gens d'un certain âge, parce qu'ils avaient la retraite, se mettent même à faire quelque chose en plus. Non pas qu'ils avaient peur de la retraite, mais en France, le don de quelque chose était devenu impossible il y a encore quelques années. Ils n'auraient jamais offert 1 heure à quelqu'un d'autre pour l'aider. Maintenant, j'arrive à déclencher des phénomènes. Il vaut mieux que le sujet touche sa retraite et qu'il fasse quelque chose d'utile à l'autre, même si c'est un bénévolat. Je ne sais pas si les Suisses sont plus bénévoles que les Français, mais en France, c'est difficile à déclencher. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de bénévolat en Amérique. Au Canada, j'ai vu des bénévolats pour les enfants handicapés extraordinaires. J'ai en tête un centre que nous avons visité avec mon épouse dans le Saskatchewan, qui était le suivant, il y avait 400 malades. C'est ça, 400 malades. Et 450 infirmières. Vous dire déjà si c'était bien fait. 400 enfants handicapés, mais très handicapés. Des anencéphales ou presque, toutes les maladies monifères, tout ce que vous pouvez imaginer de plus dramatique. Mais il y avait 450 bénévoles en plus. Ça laisse toujours rêveur. Je pense toujours à ce centre parce que je pense que c'est unique au monde. Voilà ce que nous faisons. Alors comment est-ce qu'on opère? Peut-être le détail un peu plus loin. Nous avons une machine qui s'appelle l'oreille électronique. C'est simplement, au départ, quand nous l'avons mis en route, le souhait de faire ce qu'on appelle en matière de recherche un simulateur, un appareil qui marchait à la manière de. En manière de quoi? De l'oreille moyenne. C'est l'oreille moyenne qui va nous permettre de tendre l'oreille, qui va nous permettre de tendre le corps, l'oreille qui va nous permettre de nous mettre à l'écoute. Et maintenant, nous sommes tellement sûrs de la fonction auditive que nous pouvons prétendre avoir non pas un simulateur, mais un modèle d'oreille humaine. On dit c'est un appareil qui sait écouter. Vous ne savez pas écouter, on vous met en parallèle. Au bout de quelques jours, eh bien, la musculature va jouer et vous allez apprendre à écouter. Pour faire jouer des muscles, nous avons besoin d'haltères. Bon, ces haltères, c'est ou du Mozart ou la voix de la mer. Non, vous savez tout, je n'ai pas rien à vous raconter. N'y a-t-il pas aussi un grand danger avec le verbiage, c'est-à-dire que la parole devient bruit et que, justement, l'enfant n'a plus d'attention envers, justement, ce qui est le plus noble de l'homme, c'est-à-dire la parole, donc la pensée, donc l'intellectualisme verbiage. Et l'autre chose, est-ce que vous avez pensé aussi à de la poésie, c'est-à-dire que non seulement vous parlez, vous soignez avec le son musical, mais aussi avec le son poétique, c'est-à-dire avec les sonorités poétiques d'un Verlaine ou d'un voilà. Voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'avais fait toute une plage pour le langage justement. Je pensais que j'allais déborder un tout petit peu l'intérêt des gens. Je n'en ai pas parlé, mais vous avez raison de soulever le problème. C'est sûr que le langage est encore plus traumatique que le bruit. À un moment donné, vous touchez, vous faites vibrer, vous mettez en résonance justement ce nerf pneumogastrique qui peut vous assassiner. Il y a 2 mots chez un émotif, vous pouvez le tuer. Donc il faut faire très attention. Le discours peut gêner. Maintenant, la poésie est aussi fantastique. Elle est une musique d'abord. Mais elle peut être aussi dangereuse.
Bon, ça dépend, à un moment donné, de l'accrochage. Le danger est d'entendre quelque chose de beau et que ce soit insidieux et de laisser passer le message. Si vous lisez que du Verlaine, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est difficile. Si vous lisez également d'autres auteurs qui peuvent déjà en difficulté avec eux-mêmes, vous risquez également de passer. Comme les musiques. Si vous prenez, vous faites passer, par exemple, au lieu de passer du Mozart, ce que nous faisons, vous faites passer du Schumann. Eh bien, de temps en temps, le sujet sort désespéré. Vous faites passer du Chopin, Dieu sait que c'est beau. On peut aimer Chopin à un moment donné. On n'écouterait peut-être pas du Chopin toute la journée. Vous faites passer du Chopin, vous avez des enfants qui se mettent en larmes tout de suite. Vous passez, au contraire, du Mozart, ils sont au paradis. Vous prenez un autiste qui est fermé à tout, vous lui passez du grégorien, il devient absolument transcendé tout de suite. C'est très fort. On a la machine, bon, il y a un jack qui raccroche avec deux écouteurs, vous tirez le jack, il s'appelle tout. Vous mettez le jack, il repart. Donc c'est vraiment immédiat. Mais alors, est-ce que d'autres musiques nous ont rendu service? Sûrement. Pourquoi est-ce que nous avons fixé Mozart? C'est parce que dans tous les coins du monde, il nous donne le même résultat, à la même vitesse, avec toujours les mêmes répondants. C'est un universo, si vous voulez. Par contre, d'autres musiques auraient sûrement joué. Monteverdi, sûrement un averti, ou en tout cas un initié de la musique. Je ne peux pas l'utiliser parce qu'il a, lui, utilisé des voix. Là, je suis tributaire des voix, et ça répond à ce que vous disiez. Ça dépend de l'intonation de la voix, de la qualité de la voix, du côté ou doux ou strident de la voix, ça dépend de beaucoup de choses. Mais le côté insidieux de la poésie, alors que je pense que le sommet, la poésie, c'est sans doute ce qu'il y a de plus haut sur le plan de la créativité. C'est une sorte de résonance avec le cosmos. Mais ensuite, quand sa résonance ne tourne qu'autour de l'ombilique de celui qui l'écrit comme Verlaine, c'est sûr que ça risque d'être dangereux. Vous avez la même chose chez Baudelaire. Je sais que Baudelaire a écrit des choses fantastiques, mais de temps en temps, il nous traîne dans la boue. Donc on ne peut pas le lire tout le temps. Mais est-ce que beaucoup de poètes ont écrit aussi bien? On n'en sait rien. Alors vous avez la chance d'avoir des musiques qui sont arrivées à associer les deux. Si vous avez l'invitation au voyage de Duparc, vous pourriez vous la réciter, mais quand on a entendu Duparc, on ne peut plus la sortir de la musicalité de Duparc. Duparc avait une sensibilité telle qu'il a fait que maintenant, quand on pense à l'invitation au voyage, on a la musicalité sous-jacente qui vient tout le temps. Vous avez la même chose pour Fauré. Fauré a lâché aussi, a écrit des choses qui ne peuvent plus être récitées sans passer par lui. Je ne connais pas assez l'allemand, pas du tout, pas suffisamment en tout cas, pour apprécier les livres d'allemand dans la sémantique. Et c'est sûr que quand on traduit un livre allemand, ça ne veut plus rien dire. Il y a une sorte de cohésion entre la musicalité et le reste. On ne voit pas comment on peut réciter ou dire les choses autrement. Alors, si j'utilisais d'autres musiques, il faudrait s'amuser avec un ciseau de couper des petites rondelles pour prendre la qualité qui est belle. Vous pourriez faire la même chose avec Baudelaire. Il y a des choses qui sont fantastiques. À un moment donné, quand tout son repentir de ce qui s'est passé, cet accrochage à Dieu, on était aussi rarement aussi proche. Mais il avait un diable qui tirait tellement par le bas. À un moment donné, son zigzag l'a fait s'enfoncer, mais avec une douleur. C'est poignant de le lire jusqu'au bout. Verlaine est un peu plus odieux des fois, quand il rentre dans quand il se montre odieux en étant volontairement et non pas douloureusement dans les miasmes, ça c'est pas très bon. Alors c'est évident qu'un jeune qui ouvre ces pages-là, heureusement, le choix n'est pas toujours fait là-dessus. Encore que maintenant, on se fait un plaisir à entraîner les jeunes là-dessus, mais je suis d'accord avec vous qu'on détruit plus avec le langage souvent qu'avec le reste. Maintenant, vous avez un père de famille, on en parlait tout à l'heure, qui lâche 3 mots avec violence à un enfant, c'est dramatique. Alors d'autant plus dramatique que quand vous avez cité ceci, et vous tombez dans le domaine des émotifs. Ceux qui aiment la musique, ceux qui créent tout ça sont les motifs. Eh bien, l'émotif est quelqu'un de plus dramatique encore dans son vécu, parce qu'il ne peut pas supporter le mensonge. Quand on lui dit ton père est un imbécile, si la mère dit ça, c'est fini, le père est un imbécile. La mère ne peut pas mentir. Si le père dit à son enfant, ta mère est ceci, il ne peut pas, c'est fini, il croit. Et là, il va lever des illusions en désillusions, mais c'est un enfant qui ne sait pas mentir, et tout ce qu'on lui dit, c'est parole d'évangile. Et là, il y a le drame. Et toujours par le canal du fameux nerf pneumogastrique qui commande toute la viscéralité. J'aimerais que vous indiquiez, nous répétiez les travaux, les recherches que vous avez faites pour les langues, pour l'apprentissage d'une autre langue, la facilité ou la difficulté qu'on a d'apprendre une autre langue. C'est ça. Les langues européennes ou mondiales. Une langue rebelle, il n'y en a pas. C'est notre oreille qui est rebelle aux langues. C'est différent. Dans tous les coins du monde,
l'oreille n'est pareille. Il n'y a pas de racine pour une oreille. Une oreille d'un jaune, d'un noir ou d'un blanc est la même. Je ne parle pas des côtés pathologiques. Il y a des gens qui naissent sans oreille. C'est autre chose. Mais normalement, l'oreille est bonne. Malheureusement, elle est plongée dans un milieu qui va être d'abord un milieu acoustique. L'air du Japon ne vibre pas comme l'air qui est ici en Suisse, il ne va pas en France pareil, non plus en Angleterre. Et l'oreille, qui va être l'appareil de communication, va être obligé de s'adapter à ce phénomène. Actuellement, l'élément qui nous permet de communiquer entre nous deux, c'est votre oreille qui veut m'écouter et mon oreille qui veut parler. Non, c'est l'air entre les deux. On coupe l'air, il n'y a plus personne. Ni vous ni moi dans le langage. Donc il y a donc une relation qui est toujours établie grâce à l'air environnant. Si nous nous amusons à changer cet air, ce qui est facile à faire en laboratoire, en changeant l'impédance, en changeant la sonorité, en attirant plus vers le silence, en donnant plus de réverbération, subitement notre langage va changer. Je vous donne un exemple. Vous prenez un sujet qui n'a pas de nasalisation, comme l'anglais. L'anglais répugne avoir une nasale. Vous prenez un Allemand du Nord qui n'a pas de nasale ou peu. Vous prenez un Napolitain qui nasonne pas du tout. Vous le mettez tous les trois au Canada, au bout de quelque temps, eh bien, ils nasonnent tous les trois. Donc, ils nasonnent automatiquement parce que l'air du coin chante nasal à 1500 Hz. Alors maintenant, si vous avez une difficulté pour les langues, ça n'est pas parce que vous n'êtes pas doué, c'est pas parce que votre cerveau ne veut pas marcher, ce qui est toujours un peu désobligeant de croire. C'est parce qu'à un moment donné, parce que vous avez été conditionné par l'air du coin, et ensuite, bien sûr, par le langage du coin, et par la culture, et par tout ce que vous avez entendu, vous êtes conditionné à ne prendre qu'une tranche de cette oreille. Je parle du français, par exemple, le français est très peu doué pour les langues. Le français n'entend que sur une octave, et il ne peut rien apprendre d'autre. Il se défend en prétendant que sa langue est la plus belle, et c'est tout ce que ça peut apporter. Mais vous prenez un slave, notamment les Yougoslaves ou les Russes, eux entendent sur 11 octaves. Les Portugais apprennent sur 11 octaves. Ils apprennent toutes les langues sans se déplacer. Vous avez des paysans portugais qui parlent le français sans accent, sans rien. Et l'anglais est par-dessus le marché. Bon, autrement dit, c'est une histoire d'ouverture diaphragmatique de l'oreille. Tout à l'heure, je vous parlais des deux petits muscles de l'oreille. C'est eux qui ouvrent ou ferment le diaphragme. Si vous arrivez maintenant électroniquement à faire changer, à ouvrir ou pas, eh bien, vous switchez d'une langue à l'autre avec facilité. L'anglais qui vous est rebelle, en quelques jours, eh bien, vous avez déjà des mots qui vont venir à l'anglaise. Ça va extrêmement vite. Si vous n'avez aucune notion d'anglais, en quelques jours, vous avez des mots que vous allez sortir qui sont de l'anglais. Si maintenant vous avez déjà une grosse notion d'anglais, mais que vous le lisiez, que vous l'écriviez, et chaque fois qu'on vous parle, vous êtes complètement ahuri, et chaque fois que vous parlez, on vous fait répéter 12 fois la même chose, eh bien ça disparaît dans la semaine. Ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que vous mettez à entendre à la manière 2, donc votre oreille vous donne votre autocontrôle à la manière 2. Ça, c'est très rapide. Alors après, ça ne s'oublie pas, vous avez la notion de la distance qu'il y a de passer d'une langue à l'autre. On le voit chez les enfants multilingues. Je dis toujours aux parents de parler chacun leur langue d'origine. Le père est, je suppose, américain, la mère est allemande, et l'enfant est en France. Je leur demande à chacun de parler leur langue, et l'enfant apprend le français avec facilité. Il apprend trois langues. Mais lui switch d'une langue à l'autre, sans difficulté. Et par exemple, nous avions à un moment donné toute une colonie d'Espagnols qui venaient travailler en France il y a 20 ans, 25 ans, plus que ça, 30 ans, 35 ans quand je travaillais là-dessus. Et des enfants espagnols qui apprenaient le français avec une certaine facilité. Et puis un beau jour, ils devenaient dyslexiques. Et l'enquête était facile. Les parents, pour aider l'enfant, enfin, essayaient de baragouiner le français, comme ils pouvaient le faire. L'espagnol est fermé aux langues aussi. Résultat, eh bien, on était handicapés. L'enfant confondait les deux langues, il était aussi mauvais en espagnol qu'en français. C'était fini. On demandait aux parents de parler leur langue, surtout pas parler français, et l'enfant parlait français en classe. Dans l'Espagne, nous avons des amis ici qui viennent de Catalogne, qui travaillent en Catalogne, donc, et eh bien, ils savent combien il y a une différence entre le catalan et l'espagnol. L'espagnol a beaucoup de mal à apprendre quoi que ce soit, alors que le catalan, qui a une langue, une oreille très ouverte, apprend n'importe quelle langue. Donc, une ouverture diaphragmatique. On a fait la méthode Tomatis. Est-ce que ça reste ou faut refaire la méthode pour un enfant ou pour un adulte, quoi? Chez l'enfant, ça reste en permanence, à moins que les parents ne comprennent rien et que le ciel lui tombe sur la tête tous les 3 soirs. Ça, c'est autre chose. Enfin, quand tout le monde est bien induit, non, ça reste. Chez l'adulte, nous allons plus loin. On n'abandonne jamais un adulte sans lui donner des clés pour qu'il poursuive lui-même. Je crois que ça, c'est capital. Vous faites une cure, ça veut dire que votre oreille ne marche pas bien, sans quoi vous ne viendriez pas. Vous avez envie de chanter, par exemple, vous avez envie de faire n'importe quoi, de faire de la musique,
La difficulté, c'est de comprendre que ça touche à n'importe quoi. Ça touche à n'importe quoi parce que oreille et système nerveux, c'est le même organe. Quand on a compris ça, et ça va même plus loin. Si vous regardez dans la phylogénèse, quand l'oreille commence à apparaître, c'est la première à venir, le cerveau suit après. Chaque fois que l'oreille va devenir plus complexe, le cerveau se complexifie. Il y a donc, à un moment donné, un parallélisme qui va se courir après sans arrêt. Donc, quand on a compris ça, on comprend toute l'histoire. Et du point de vue éducatif, une fois que le sujet connaît, mais ça va vite, on n'aime pas beaucoup les entraîner dans des traitements trop longs. Moi, j'aime bien la liberté des gens, comme j'aime la mienne. Autrement dit, je veux les libérer tout de suite de la relation thérapeutique qui est aussi astreignante que le reste. Ils ont déjà eu papa, maman sur le dos, ils ont l'école, ils ont le gouvernement et tout le reste. On stoppe. Et alors, on va les traiter. Une fois que l'oreille est bonne, on leur apprend à maintenir eux-mêmes leur oreille. C'est-à-dire qu'on leur montre comment faire, ils sont obligés de comment parler, comment lire, etc. On apprend à l'oreille à s'éduquer. Et c'est intéressant de voir qu'électroniquement, moi je suis arrivé aux mêmes conclusions, avec la stupéfaction un jour de lire, mais j'adore les anciens ont tout dit, vous lisez Aristote, il vous dit comment il faut faire pour la suite. Il a écrit un livre qui s'appelle La rhétorique, si un jour vous avez peu de temps, lisez-le. Mais il a un élève qui est encore plus loquace sur la question, qui était Cicéron, il a écrit 4 volumes sur des oratoriques. Il vous dit comment il faut mettre la main pour parler, comment il faut allonger les lèvres, comment il faut faire le mouvement de la face, il vous dit tout. C'est ce que nous apprenons aux gens. Alors nous allons plus loin en créant ce qu'on appelle un cours audio-vocal, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à se servir de faire marcher eux-mêmes cette boucle de contrôle de l'oreille droite sur le langage, et beaucoup, au bout de 4-5 jours, commencent à faire des sons sur la Tosca avec quelques facilités. Voilà.